Et on retrouve tout de suite Bernard Veil avec ses invités dans son émission Parlons Patrimoine. Bonjour, bonjour à tous. C'est maintenant notre émission mensuelle de Parlons Patrimoine, celle du mois d'octobre qui commence. Et on a un premier invité qui nous a déjà rejoint, Meir Ben Amram de Sunny AM. Donc, Meir, vous gérez deux fonds actions chez Sunny. Celui qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est un fonds Recovery. Recovery en petite et moyenne valeur. On va essayer de définir tout à l'heure qu'est-ce que c'est une petite et moyenne valeur. Et si vous voulez nous dire deux mots sur l'autre fonds, vous pouvez aussi. Et bien sûr, il y a une question que tout le monde se pose, c'est est-ce que des événements comme on a vu hier influent non pas sur les actions, on sait très bien que ça influe sur les actions, la bourse de Tel Aviv a baissé, le pétrole a monté, mais est-ce que ça influe plus sur un fonds recovery, moins sur un fonds recovery, où il est beaucoup trop tôt pour le savoir et il faudra comparer les moyennes dans 2 mois. Voilà un petit peu dans nos zones sur lesquelles on va vous écouter. Et si j'ai des questions, j'hésiterai pas à vous couper. Je m'en excuse par avance pour vous demander quelques précisions. Voilà, c'est à vous, Meir, on vous écoute. Ok, très bien. Pour répondre à la question concernant en fait les sujets géopolitiques, en fait, ça a une incidence en général à court terme sur les marchés actions, mais concernant, on va dire, la recovery, l'incidence, elle est plutôt marginale. Alors, forcément, quand on a des sujets comme celui-ci, ça a des impacts sectoriels évidents, c'est-à-dire potentiellement, ça peut entretenir à la hausse les prix du pétrole. C'est aussi a priori défavorable pour toutes les valeurs touristiques. Et ça, c'est un sujet qu'on suit de près parce que typiquement, post-Covid, nous, on a étudié beaucoup de sociétés en retournement à cause du Covid et de la reprise qui a suivi. Donc, typiquement, on connaît bien le CR France, connaît bien la société Compagnie des Alpes dans le domaine des remontées mécaniques et aussi dans le domaine des parcs d'attractions, aussi Pierre et Vacances que vous connaissez et d'autres sociétés. Donc, typiquement, je ne suis pas certain que c'est une incidence à long terme. En revanche, si évidemment ça engendre des guerres et des guerres plus ou moins durables, mécaniquement, ça peut avoir évidemment des conséquences sur certaines valeurs dans le domaine du tourisme. À titre d'exemple, la guerre en Ukraine a une incidence long terme sur le trafic aérien. C'est-à-dire que, comme vous le savez, toutes les SAS, hein, qui étaient dans une situation compliquée et que Air France vient de reprendre avec avec les États du Nord et d'autres fonds, c'est vu affaibli par le fait qu'on ne peut plus passer par la Russie pour aller du côté du Japon et de destination. Et ça a eu aussi un impact sur les compagnies aériennes européennes. Donc pour le coup, je dirais que plus des impacts de court terme, mais sur du long terme, à mon sens, pas un gros impact sur ce qu'on fait sur les actions et notamment sur les boîtes en recovery. Donc, pour parler un peu du fonds et des sociétés en retournement, nous, on est parti du postulat suivant, c'est que on considère que l'Europe est un continent assez vieux. On fait du neuf avec de l'ancien. Typiquement, si on prend le cas des sociétés qui marchent très bien, telles que LVMH, Hermès, Kering et d'autres, des sociétés du luxe françaises ou des sociétés telles que Richemont, en fait, on capitalise sur un savoir-faire français qui date depuis Louis XIV. Et après, évidemment, on a porté, bien sûr, des sujets marketing évidents, d'innovation marketing et du pricing power qui a permis, on va dire, des parcours assez extraordinaires. Et typiquement, quand on prend la composition des secteurs en Europe, même s'il y a la transition écologique qui vient changer un peu les choses, mais historiquement en Europe, on a toujours eu beaucoup de bancaires, beaucoup de valeurs dans le secteur automobile, beaucoup d'acteurs dans le domaine de la distribution, des acteurs dans le domaine du pétrole, les acteurs dans le domaine de la pharmacie et évidemment tout ce qui est lié à la construction, des cimentières, etc., etc. Et donc typiquement, ce genre de sociétés sont des sociétés pas très technologiques et qui vont subir des aléas macroéconomiques. Et au vu de ces aléas macroéconomiques, il va y avoir des opportunités et notamment des sujets de recovery. Donc typiquement, c'est pour cela qu'on a décidé de lancer un fonds en décembre 2020 chez Sony Asset Management autour de cette thématique de la recovery. C'est une thématique inhérente au marché financier parce que quelle que soit la société dans laquelle vous investissez, prenons le cas par exemple de Facebook qui s'appelle Meta. Facebook est une très belle histoire de recovery en 2023. Alors que historiquement, quand on prend le cas de Facebook, c'était une histoire de croissance depuis près de 15 ans. Et ce qui s'est passé, comme vous avez dû le voir, avec éventuellement des choix stratégiques qui n'ont pas fonctionné,
notamment dans le domaine du métaverse et autres, eh ben, Facebook a dû se réinventer, a dû opérer ce qu'on appelle une restructuration économique, c'est-à-dire qu'ils ont dû licencier des hauts salaires, ou licencier beaucoup de gens parce que les salaires moyens étaient à 252 000 dollars l'année dernière. Et en changeant ces choix stratégiques, on est en train de s'apercevoir qu'évidemment qu'il y a une amélioration des marges constatée en 2024, 23 et 2024, avec un pricing power relativement fort. Donc c'était juste pour dire que je prends cet exemple-là de la techno, parce qu'en général, dans la techno, on a plutôt des boîtes de croissance et pas forcément de la recovery. Et en fait, non. C'est-à-dire que toutes les sociétés, à un moment donné, ont une crise de croissance, ont une crise spécifique, ou une crise qui est liée à un environnement économique. Et à ce moment-là, elles doivent se réinventer. Le marché, en général, les abandonne, les laisse un peu de côté. Et c'est à ce moment-là que nous, on s'y intéresse. Et typiquement, Meta était une petite position, malheureusement, qu'on a eu en portefeuille en 2023 sur Recovery. On était rentré sur la zone des 110 dollars et on est sorti autour des 300 dollars parce que malheureusement, on n'avait pas suffisamment pondéré le dossier et que on avait certaines craintes spécifiques autour du dossier. Et donc, voilà un petit peu comment on fonctionne. Donc, pourquoi vous avez raison de spécifier notamment les petites et moyennes valeurs, c'est que nous, notre univers d'investissement, il est plutôt en Europe et plutôt en France. Pourquoi plutôt en France? Parce qu'en fin de compte, une recovery, c'est pas quelque chose qui s'invente comme ça tout seul. C'est-à-dire que on aime bien dire que on investit, on va dire que on sème dans les pleurs et on récolte dans les joies. Et donc, typiquement, quand on décide à un moment donné d'acheter de l'Air France ou qu'on décide d'acheter du Valourec parce que c'est une situation de recovery ou même de l'Europe-Car qui est sorti de la cote en 2022, eh ben, en fin de compte, on a suivi la société depuis quelques années. Et au moment où on considère que c'est opportun d'investir, parce qu'en fin de compte, il y a une opération structurante de réorganisation, qu'elle soit capitalistique ou managériale, eh ben, c'est à ce moment-là qu'on y va. Et c'est à ce moment-là que, globalement, on est plutôt payé. Parce qu'en général, quand une société connaît des difficultés majeures et quand elle se redresse, eh ben, on a une amélioration des fondamentaux qui est assez conséquente. Donc Alors voilà un petit attendez, peu comment on fonctionne. je vous arrête, Mia. Ça veut dire que si votre fonds est essentiellement français, un peu européen et pas du tout mondial, c'est parce que vous n'avez pas les capacités à analyser la recovery dans les autres pays que la France. Vous n'avez pas les ressources à vous développer et à aller chercher les recovery en dehors que chez nous. C'est pas qu'une question de ressources, c'est-à-dire que en fait, le risque quand vous investissez, c'est de ne pas connaître suffisamment bien les sociétés dans lesquelles vous investissez. Et pour être totalement transparent avec vous, même si les paradigmes ont un petit peu changé depuis 1 ou 2 ans, on était très à l'aise avec le marché français parce que sur le marché français, on connaît très bien la comptabilité française. Et surtout, nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des due diligence assez poussés. C'est-à-dire que dans la due diligence, vous avez deux types de due diligence. Vous avez des due diligence dits fondamentales. Donc, vous analysez, on va dire, l'historique des sociétés, les bilans, les niveaux de marge brute. La marge brute, c'est un indicateur que nous, on suit de très près parce que c'est un indicateur de respectabilité de votre business, en fait. Après, vous avez des sociétés qui ont des pricing power impressionnants, tels que le secteur du luxe, mais on peut trouver aussi des marges brutes élevées dans le domaine de la techno, même dans le domaine agricole, dans le domaine des poulets, notamment LDC à l'international, qui a des niveaux de marge brute extrêmement intéressants. Et donc, nous, en fait, pourquoi évidemment on est resté sur le marché français et un peu européen, c'est parce que on a un écosystème qu'on maîtrise bien. Vous avez d'un côté l'analyse des comptes, mais que tout le monde peut savoir faire, mais après, vous êtes obligé de vous renseigner sur les concurrents, sur la véracité de ce que vous raconte le management. Parce qu'en général, ce que font les investisseurs, c'est qu'ils vont écouter le management et ils vont accepter, on va dire, ils vont adhérer à ce que dit le management. Mais l'idéal, c'est d'être plutôt paranoïaque et ne pas croire ce que raconte le management. Et comment on fait ça? En se renseignant à côté avec des écosystèmes dynamiques de gens qu'on connaît depuis plus de 20, 30 ans et qui sont en mesure de nous répondre sur des questions spécifiques à ces sociétés-là. Donc, pour le coup, c'est pas qu'une question de moyens, c'est-à-dire que typiquement, vous avez raison, c'est-à-dire que si on prend la performance des marchés boursiers sur 10, 15, 20 ans et si on prend les indices américains par rapport aux indices européens, il n'y a pas photo. C'est sûr que c'est plus facile, on va dire, on fait de meilleures performances aux États-Unis que les performances en France. Et d'ailleurs, prenons un exemple même. C'est vrai que les indices small cap sous-performent, mais on prend le CAC small, il est à moins 15 depuis le début de l'année. Si on prend le CAC, si on prend le S&P small, il est à moins 2. Donc, c'est sûr que c'est plus simple d'investir aux États-Unis. Mais après, comme ce qu'on fait, c'est extrêmement chronophage et ça prend du temps, ben, c'est sûr que c'est plus facile pour nous de le faire en France et voire un peu en Europe que de le faire ailleurs.
typiquement, la Chine aussi est un continent intéressant. Mais la problématique qu'on a en Chine, c'est des problématiques comptables, en fait. C'est-à-dire qu'on a des référentiels comptables qui ne sont pas les mêmes et on ne sait pas si les données auditées comptables chinoises sont vraies ou fausses, parce qu'il y a déjà eu des plantages par le passé. Donc, je vous avouerai que on est plus à l'aise en France et en Europe. Malheureusement, l'Europe est un continent qui est moins séduisant, moins sexy que l'Inde, que potentiellement la Chine ou évidemment les États-Unis. Alors, dans la recovery, en réalité, toute recovery est sexy, puisqu'on va d'une boîte, enfin d'une société qui est très malade ou qui fut très malade et donc qui vaut pas cher, vers une société qui va se retrouver en forme, en bonne forme et en pleine forme, et donc qui va valoir très cher. Donc, c'est toujours sexy la recovery, à condition bien sûr de ne pas se tromper. Vous avez entièrement raison, parce que en fait, la problématique, c'est toujours la même. C'est-à-dire que le cas d'Europecar est un très bon exemple. C'est-à-dire que on était rentré un peu après l'augmentation de capital qui avait lieu en 2021 à cause des sujets qu'on a connus. C'est-à-dire le Covid a évidemment eu un impact très conséquent sur les loueurs automobiles, sur bon, tous ces gens-là. Et, et donc, on était rentré sur la énième restructuration. On était rentré autour des 30 centimes. Il y a eu cette OPA à 52 centimes par le groupe Volkswagen. Donc, c'est super. Mais si on prend le sujet Europcar depuis 20 ans, Europcar a déjà coté 20 euros. Et à la fin, l'OPA a eu lieu à 52 centimes d'euros. Donc, typiquement, il ne faut pas se tromper parce que souvent, ces fameux canards boiteux, ben, souvent, reviennent vers les marchés pour des raisons un peu structurelles, de positionnement, etc., etc. Donc, on va dire qu'il y a deux types de recovery. Il y a la recovery qui peut être l'exemple de Kering à un moment donné avec Gucci ou l'exemple qu'on a connu avec Devoteam ou d'autres sociétés, à savoir une société qui va plutôt bien, qui à un moment donné souffre et opère un changement stratégique et qui améliore mécaniquement ses marges, mais sans passer par la case destruction boursière importante. Donc ça, c'est la recovery, on va dire, un peu la plus simple. Celle qui est un peu plus compliquée, c'est celle qui passe évidemment par les sujets de restructuration financière, parce que qui dit restructuration financière dit bilan un peu endetté, et là les banques demandent aux actionnaires aussi de faire un effort. Et comment vous faites cet effort-là? Avec la dilution. Et donc là, il ne faut pas en avoir avant la dilution, il faut en avoir au moment de l'opération de recapitalisation boursière. Et même à ce moment-là, il n'est pas dit que ça marche à horizon 3-5 ans. Parce que comment ça se passe à Recovery? Ça se passe en deux étapes. La première étape, on va dire, vous avez une société normale, une société qui avait un niveau de marge opérationnelle autour de 8-10%. Se passe la crise, soit mauvaise décision stratégique, soit environnement macroéconomique qui s'est dégradé, et la crise fait qu'à un moment donné, la marge va directement à zéro. Donc en fin de compte, vous avez une perte assez importante de résultats. Et qu'est-ce que vous faites en général? Vous vous concentrez sur l'essentiel. C'est-à-dire, c'est quoi l'essentiel? C'est que vous arrêtez toutes les dépenses somptuaires et vous allez vous focaliser sur les actifs qui marchent le mieux. Et là aussi, c'est assez important parce que il faut pas se tromper. C'est-à-dire que vous avez des sociétés qui vendent les bijoux de famille. Et là, à ce moment-là, il faut pas y aller. Il faut y aller quand les sociétés se concentrent sur les plus beaux actifs, en fait. Donc ça, c'est déjà aussi notre travail à nous de discernement. Et donc, quand elles font ce travail-là, de concentration sur les actifs qui marchent bien et retirer tout ce qui est discrétionnaire et réduire les coûts, mécaniquement, sans croissance, l'année qui suit, vous avez une marge qui peut passer de 0 à 5%. On l'a vu avec Renault, qui est un très bon exemple. On l'a vu par le passé aussi avec Stellantis. Donc, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Et donc, pendant les 2 premières années, même sans croissance, vous avez une hausse significative des marges. Et donc ça, le marché en général apprécie beaucoup et le marché y met un premium. Ensuite, l'élément qui est hyper important, c'est que nous, on essaie d'investir dans le temps long, c'est-à-dire on ne fait pas du trading. Nous, notre objectif, c'est quoi? C'est que d'un côté, la recovery soit prouvée en termes de marge et de l'autre côté, que la société retrouve le chemin de la croissance. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Sur du long terme, la bourse achète que de la croissance. En fait, la bourse a tendance à valoriser des croissances de chiffre d'affaires, évidemment des croissances de résultats. Et donc, si vous apportez des croissances de marge sans croissance de chiffre d'affaires, vous devenez ce qu'on appelle de la value, et là, faut éviter évidemment le value trap. Donc, je suis d'accord, vous avez entièrement raison, c'est-à-dire que il y a des Alors fois là, je vais vous où arrêter ça parce que là, marche. on est en train de Pardon. déborder et c'est tellement passionnant qu'on pourrait en parler encore 20 minutes. On fera peut-être un jour une spéciale recovery. La dernière question que j'ai, qui est une question qui revient très, très régulièrement parmi les auditeurs, à laquelle j'ai même moi souvent un peu de mal à répondre à nos clients. Est-ce que vous êtes un small cap? Est-ce que vous êtes un mid cap? Est-ce que vous êtes
un big cap ou est-ce que vous êtes un all cap et en fin de compte, il faut juste faire une photo à un moment instantané pour savoir qui prend le dessus. Parce que vous m'avez parlé de Meta, donc là, on est vraiment dans du big cap. Vous m'avez parlé de société où on est plutôt dans du small. Donc, comment vous définissez votre univers, si tant est que vous le définissez, et où vous en êtes aujourd'hui au moment présent et est-ce que c'est quelque chose qui peut changer? Votre question est excellente et vous mettez le point sur le sujet, un sujet extrêmement important. C'est que on est effectivement all cap, ça c'est certain, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à des market capitalisations boursières qui peuvent être inférieures à 100 millions d'euros, comme des market capitalisations boursières qui peuvent faire plus de 100 milliards d'euros. Mais en fait, au final, quand on analyse la composition du portefeuille, on se rend compte qu'on est plutôt en fait effectivement mid cap. Alors pourquoi on est plutôt mid cap? C'est que si on reste sur la France, globalement, sur le CAC 40, hors crise majeure, il va y avoir une opportunité de recovery par an. Parce que je précise bien, quand on fait des recovery, on n'achète pas de l'Alstom parce que le cours de bourse d'Alstom est passé de 40 euros à 13 euros. On n'achète pas un couteau qui tombe. On achète de l'Alstom si on considère que les marges d'Alstom vont s'améliorer et que la génération de cash d'Alstom va s'améliorer. Et donc, on a une opportunité sur le CAC 40. Sur les SBF 120, on en aura 4. Sauf que nous, on investit en moyenne sur plus de 50 valeurs parce qu'on est globalement diversifié. Et donc là, pour trouver des opportunités, on est obligé de descendre sur des petites et moyennes market capitalisation boursières. Donc en fin de compte, oui, vous avez raison, on peut faire du méta, on a du Saint-Gobain, on a du Crédit Agricole, mais on va avoir aussi beaucoup de petites valeurs parce que quand on descend dans les petites valeurs, le meilleur moyen de se prémunir contre le risque, c'est la diversification. Et donc, ça fait qu'on va avoir un portefeuille avec plus de 50 valeurs et beaucoup de petites valeurs. Et pour tout vous dire, il est vrai qu'à date du jour, les petites valeurs ne sont pas en vogue. Il y a une sous-performance chronique des petites valeurs. Le CAC Small est à peu près à moins 15 depuis le début de l'année, quand le CAC 40 est quasiment à plus 10. Et l'année dernière, c'était pareil, et l'année d'avant, c'était pareil. On a une sous-performance des petites valeurs. Mais si on se projette sur un horizon plutôt à 10 ans, on se rend compte que tous les beaux succès, en fait, tous les x5 et les x10, on les fait sur des market cap souvent inférieurs à 150 millions d'euros de market cap. Donc, le sujet, c'est qu'il faut avoir le temps long. Et nous, on va être opportuniste sur tout type de segment, tout type de segment. Et on ne va pas se priver aussi de profiter à un moment donné, quand les marchés seront un peu plus cléments, de ces x5, x10 sur ces petites et moyennes valeurs et qui permettront d'améliorer l'alpha dans la durée du fonds. Ok, merci beaucoup. C'est donc là que qu'on va s'arrêter et on va passer maintenant à l'édito. Donc l'édito, je l'ai écrit il y a quelques jours. Les événements d'hier n'étaient pas encore là. Autrement, j'aurais peut-être changé l'édito. On en parlera peut-être 2 minutes et on verra si ça peut avoir des implications dans vos manières de gérer, dans vos manières de faire. Tout va bien, tout va mal. Aujourd'hui, plus que jamais, cet adage me semble vrai. En fait, les choses avancent et cela dépend comment on veut les regarder, sauf dans les périodes extrêmes où on est clairement ancré d'un côté. L'Europe a su se mobiliser pour défendre l'Ukraine en empêchant la Russie de l'avaler, mais cette même Europe a laissé l'Azerbaïdjan avaler le Haut-Karabakh en 24 heures. Pour juguler l'inflation, la croissance a été ralentie par la hausse des taux et cela semble fonctionner. La hausse des taux a entre autres laminé l'industrie de la promotion immobilière et va sans doute faire fortement baisser le prix de l'immobilier. La France est en train de perdre sa crédibilité internationale en Afrique. Récemment, le Mali, Niger, Burkina Faso, Gabon et même avec le Maroc avec qui on est en train de se fâcher, au Moyen-Orient, dans le Caucase. Mais nos industries d'armement ont leur carnet de commandes rempli par des pays qui nous préféraient l'Amérique ou la Russie par le passé. Les actions sont en train de glisser, mais les obligations redonnent du rendement. Le rendement des fonds euros est trop bas, les compagnies d'assurance le boostent. Le marché de l'emploi reste soutenu, le paiement des retraites va moins peser du fait de l'allongement de l'âge du départ, mais la France s'appauvrit et le ralentissement de la construction va aggraver la crise du logement. La natalité baisse, 1,83 enfants par femme, mais comme la France attire toujours autant d'émigrés, ce sont les enfants des autres qui remplaceront ceux que nous ne faisons plus. Après tous ces exemples, ce qui m'intéresse, comme nos auditeurs, est de savoir si nous allons dans les mois à venir, allez, 6-18 mois, pour essayer de donner une fenêtre, sortir par le haut ou nous enfoncer dans une crise. Mais ma vraie interrogation est, la puissance publique au sens large est devenue tellement interventionniste, de manière rapide et tellement massive, que même si nous dévions un peu à droite, un peu à gauche, nous revenons toujours au centre et les crises longues comme celle de 93 ou de 2000 font plutôt partie du passé. La question est posée, débattons
Et David Calfon, qui a autant de cheveux blancs que moi, qui se rappelle les crises de 93 et de 2000, va nous dire ce qu'il en pense. Alors, David, qu'est-ce que vous en pensez? J'aurais tendance à être d'accord avec vous. Je pense que les banques centrales, notamment, ont appris à être beaucoup plus réactives. Elles ont été également plus inventives, plus innovantes, hein. Qui eût cru qu'on puisse passer en taux d'intérêt négatif à un moment donné? Ça a été fait et je pense qu'effectivement, cette réactivité, cette manière de piloter finalement l'économie est devenue maintenant la norme. Et j'ai envie de dire qu'effectivement, jusqu'à nouvel ordre, je pense qu'on va rester dans des crises qui vont être finalement euh, relativement de courte durée, en tous les cas, d'un point de vue économique, mais j'ai envie de dire sans choc exogène géopolitique. Et on pourra y revenir sur un autre sujet. Mais globalement, oui, oui, on a une réactivité des gouvernements et des banques centrales qui est beaucoup plus élevée qu'à une certaine époque. Et effectivement, ça milite effectivement pour des crises qui sont beaucoup plus rapides. Alors, je vais vous poser une question. Vous allez rapidement y répondre et après laisser la parole à Maël qui vient de nous rejoindre sur sur cette question. Donc, en 1997, il y a Soros. Alors, je ne veux pas dire un homme sorti de nulle part, mais globalement, un patron de société de gestion, un patron de fonds, c'est tout, ni plus ni moins, qui attaque la livre sterling, donc qui attaque la Banque d'Angleterre, la Banque d'Angleterre va essayer de se faire aider par d'autres banques centrales qui ont plutôt envie de l'aider et pas trop envie de la laisser tomber, et il arrive à la faire plier. Donc un homme contre le système. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les moyens qu'ont développé les banques centrales, avec leur capacité à injecter de l'argent, avec leur capacité à faire, est-ce que vous pensez qu'une telle attaque pourrait arriver? Enfin, première question, une telle attaque pourrait-elle arriver? Deuxième question, une telle attaque pourrait-elle être un succès? Alors Alors, rapidement, David, s'il vous plaît. qu'une telle attaque puisse arriver, oui. On l'a vu sur la Grèce, par exemple. Maintenant, en 2011. Maintenant, est-ce qu'elle aurait une probabilité de succès? Je pense que non. Une probabilité de succès beaucoup plus faible que dans les années 90, parce qu'encore une fois, la coopération des banques est plus forte. Et n'oubliez pas que les banques centrales sont moins morcelées, puisque vous avez une banque centrale européenne qui n'existait pas en 1992. Et Maël, vous en pensez quoi, vous? Faut mettre votre micro, Maël. Ah, Ouais, c'est bon. ouais, Oui, ouais. oui, bien sûr. Bah, je suis assez d'accord. En plus, elles sont devenues beaucoup plus puissantes qu'avant, les banques centrales. Je pense pas que ça pourrait fonctionner. Donc, je pense pas qu'on arriverait à avoir une attaque d'un individu ou d'une organisation ou d'un fonds qui puisse déstabiliser aujourd'hui un pays. Je pense qu'il y a une certaine forme de solidarité. Alors, tout simplement parce que si un pays va pas bien, ça a un impact sur tous les autres. Et je pense clairement qu'aujourd'hui, ça ne pourrait plus se produire. Allez, Mire, rapidement sur le cas Soros en 30 secondes. Et après, quand on a préparé l'émission, vous m'aviez dit que le chose qui vous intéressait le plus un petit peu, c'était la France en Afrique, tout va bien, tout va mal. Alors, allez, 10 secondes sur Soros et on passe à l'autre sujet. Sur ce, c'est juste dire qu'en fait, quand on a vu les précédentes crises et notamment les fameux fonds short sur la volatilité, on a vu qu'en 2023, pendant la crise des banques américaines, que beaucoup de fonds s'étaient rétamés. Sur différentes crises, on va dire qu'on a vu que les gens qui faisaient ça, c'était des hedge funds assez puissants, avec des forces de frappe assez importantes. Mais sur les 10 dernières années, ces gars-là sont tellement fait rétamer qu'ils sont plus en mesure de prendre des risques démesurés. Donc, en fin de compte, on n'a plus, on va dire, ces gens-là avec des convictions extrêmement fortes affirmées, du fait des pertes qui ont été occasionnées par le passé dans ces différents hedge funds. Allez, et l'Afrique? Sur l'Afrique, en fait, le sujet, c'est évidemment le sujet de la perte de puissance de la France dans les différents pays africains, que ce soit l'Afrique centrale ou évidemment le Maroc. Alors, il y a un sujet en fait qui est extrêmement important qu'il faut savoir, c'est le fameux soft power français qui existait depuis longtemps, qui est à la fois au niveau de la devise, le français et la femme, mais surtout au niveau de la langue. La langue française est la sixième langue la plus parlée au monde. Et c'est comme ça en fait que la France arrivait à asseoir sa position en Afrique de manière évidente. La problématique qu'il y a, c'est que au vu des brouilles
politique qu'il y a eu avec les différents gouvernements africains, donc après il y a l'exemple du Maroc qui est un bon exemple, mais ça s'est fait aussi avec d'autres dirigeants, et bien ces dirigeants ont décidé de se déconnecter de la France. Je prends l'exemple par exemple du Maroc. Au Maroc avant, les maths, la physique étaient en langue française. Il y a eu une brouille avec le roi, le précédent roi, roi Hassan II, qui a fait que les maths et physique sont passés en arabe. Ensuite, il y a eu des récentes brouilles avec le roi Mohamed VI, où le roi Mohamed VI a décidé de passer en langue vivante de l'anglais par rapport au français. Et donc ça, c'est, on va dire, une perte de puissance de la France dans la durée qui fait que on perd du pouvoir. Après, il y a un autre élément qui est nouveau, c'est que depuis l'arrivée du président Macron à l'Élysée, on a aussi une disparition du Quai d'Orsay. C'est-à-dire que typiquement, quand on voit la crise franco-marocaine entre notamment le roi du Maroc et Emmanuel Macron, eh ben, il n'y a plus d'intermédiaire. Il n'y a plus d'intermédiaire pour essayer de faire un amortisseur. Et ça, c'est un vrai sujet parce que le Quai d'Orsay a été extrêmement puissant dans les affaires internationales et donc il pouvait un peu temporiser les choses. Maintenant, sur le sujet euh, africain, on a d'un côté, comme vous le savez bien, la Chine qui est venue grappiller des parts de marché. On a la Russie. On a aussi les Brésiliens qui sont en Afrique, qui sont en train de se développer, et les Libanais qui avaient toujours une présence importante en Afrique, qui se développent. Mais la brouille qu'il y a eu entre le Maroc et la France depuis quelques années a fait que le Maroc a aussi essayé de gagner des parts de marché en Afrique, ne plus y aller avec les Français, y aller seul. Et le Maroc aussi a fait en sorte que la France perd malheureusement de son poids économique en Afrique. Et il y a un indicateur qui n'est pas Alors, inintéressant. attendez, je vous On peut arrête parce essayer que de... là, ça devient un sujet sur l'Afrique et on ne va pas perdre le fil de la question. Donc, ma vraie interrogation, la vraie question, je vous la répète, Mihir, la puissance publique au sens large est devenue tellement interventionniste de manière rapide et massive que même si nous dévions un peu à droite ou un peu à gauche, nous revenons toujours au centre et les crises longues comme 93 ou 2000 font plutôt partie du passé. Donc, il y avait un petit D'accord, éclairage donc sur l'Afrique parce que vous aviez envie de le faire, mais revenons à la vraie question. alors, pour revenir en fait à la vraie question, moi, ce que je veux vous dire, c'est que j'aime bien dire la caravane passe et les chiens aboient. Regardez ce qu'on a vécu avec le Covid. Le Covid, c'était probablement la pire crise économique qu'on a eue depuis 29. Elle a été absorbée en peu de temps. Regardez ce qu'on avait eu avec la crise énergétique en Europe, avec l'Ukraine. On pensait que c'était la fin du monde et au final, ça a été amorti. Et là, actuellement, on est en train de parler de récession de marché baissier. En réalité, oui, quand on voit les indices small caps, qui sont des indicateurs avancés de récession, on est a priori en train de rentrer en récession. Mais quand on prend les indices big cap, pour le moment, on ne voit pas de récession. Donc, je suis assez d'accord avec vous et avec M. Calfon, à savoir qu'il y a cet interventionnisme qui est là, cette main invisible qui permet de tenir les marchés. Le seul élément qui me dérange beaucoup, c'est la gouvernance européenne depuis 3 ans, qui, à mon avis, fait énormément de conneries. Et donc, du côté américain, on n'a pas de sujet, c'est-à-dire qu'on est globalement plutôt bien orienté, avec une vraie flexibilité et un coût du capital qui est faible. Mais du côté européen, avec ce qu'on a fait notamment sur la transition écologique et la destruction de richesses locales européennes, j'ai peur qu'il y ait en fin de compte une Europe qui soit un peu plus faible. Et d'ailleurs, on est en train de le voir, notamment avec certains pays au niveau de la dette qui commencent à être un petit peu attaqués. Vous avez dû voir que les spreads de dette italiens ont augmenté. Et on sait très bien que si on prend le coût de la dette française en 2027, il va passer de 30 milliards d'euros. Les intérêts de la dette en France vont passer de 30 milliards d'euros actuellement à 90 milliards en 2027. Donc en fait, je suis assez d'accord avec vous sur le sujet américain. Sur le sujet européen, je suis un peu plus embêté parce que je pense que l'Europe a fait beaucoup de conneries. L'Europe a sacrifié son économie et on est en train de le voir très rapidement. Alors, ok, j'aime bien cette réponse parce qu'elle va me permettre d'orienter la question. Alors, euh, donc, l'interrogation, c'était avec des interventions rapides et puissantes des banques centrales et de toutes les institutions publiques et parapubliques, on en a fini des crises longues. Et là-dessus, j'ai Meir qui rajoute un niveau de peur. Et ce niveau de peur, j'ai envie de le traduire un petit peu avec l'image suivante. C'est une boule de neige et elle ne cesse de grossir, elle ne cesse de grossir, et la puissance publique et parapublique, avec ses interventions, va arriver à gérer un choc, un deuxième choc, un troisième choc, mais finalement, on va arriver à un choc si fort, si puissant et si mondial qui nous plongera dans une autre crise longue parce qu'elle n'en aura pas les moyens de le réduire de manière rapide. Alors, Maël, c'est pour vous et David y donnera aussi son avis. Ce n'est pas une question facile. Dites-nous un peu comment vous voyez les choses.
Ben, je suis un peu, j'ai bien aimé la réponse là, de Meir. Je dirais que enfin, l'interventionnisme à outrance, c'est bien parce que ça permet de sauvegarder un peu les économies, mais d'un autre côté, c'est pas bien. Alors, par exemple, moi, je prends dans mon métier, mais c'est dans tous les métiers aujourd'hui, la réglementation à outrance, donc on intervient de partout, on réglemente de partout, bah, c'est contre-productif et je suis d'accord que l'Europe, on est un peu le bon élève en termes de réglementation, mais le mauvais élève en termes de croissance économique. Je discutais avec des Américains il n'y a pas très longtemps qui se moquaient un peu de nous en disant qu'aux États-Unis, ils essaient de trouver des solutions pour développer l'investissement, pour aider les entreprises à se développer. Et ils nous disaient, c'est marrant, en Europe, on trouve autant de solutions que vous créez de nouvelles réglementations. Et donc, je trouve que c'est exactement enfin bon, pour moi, je trouve que c'est exactement le thème. C'est on réglemente, on surréglemente, on contraint, tout ça pour soi-disant soutenir l'économie, soutenir l'épargnant, et au final, c'est contre-productif. Donc, on est le mauvais élève aujourd'hui, on rentre en, en récession. Enfin, je ne sais pas si on va rentrer en récession, mais en tout cas, c'est une possibilité. Et tout ça, c'est par une trop grosse réglementation pour moi. Ok, alors je vous recentre juste, Maël, sur la question. Donc, la question, c'est, ok, on fait des erreurs, machin, et puis tout chouette, mais est-ce que la crise dans laquelle on est, on rentre, on va peut-être rentrer, ou on est peut-être, on va même pas se déterminer là-dessus, de toute façon, elle va être courte parce que la puissance publique et parapublique est forte, ou alors, non, non, pas du tout, on peut aller vers des crises longues et il ne faut pas croire que cette capacité à intervenir aussi vite et aussi fortement nous évitera des crises longues, quand bien même elle éviterait une crise longue aujourd'hui. C'est ça la question, hein. Ouais, ouais, ouais. Mais ça m'a fait du bien de parler de la réglementation. Je vous en remercie. Euh, oui, bah, alors, penser que la crise va être longue, moi, je pense personnellement que la crise va être courte. On va baisser les taux directeurs. Ça va relancer un peu l'économie, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Je pense que des crises très longues, on en vivra moins aujourd'hui, mais ça va être plutôt une succession de crises courtes. C'est ce qu'on dit depuis des années, hein. À chaque fois qu'il y a un gros choc, au début, il fallait du temps pour s'en remettre. Aujourd'hui, on s'en remet assez rapidement. Donc, la crise Covid, on s'en est remis quand même relativement vite, hein, pour une crise de cette ampleur. Donc, vraisemblablement, on va vivre une crise qui va être plus courte. Par exemple, l'immobilier, je suis sûr qu'on va trouver des solutions pour aider les promoteurs, les constructeurs, les agents immobiliers, les notaires, etc., à retrouver du dynamisme et de l'activité. Mais c'est du court terme, hein, c'est le quoi qu'il en coûte. On met de l'argent pour aider, mais demain, il y aura une autre crise et les solutions d'aujourd'hui ne seront pas valables demain. Donc, à mon sens, ça va être plutôt une succession de crises courtes à l'avenir. On passe à David, donc exactement sur le même sujet. Donc, est-ce que les craintes, donc ce que Meir Ben Amram appelait les conneries, est-ce que donc qui génèrent des craintes, est-ce que vous, ça vous génère des craintes suffisamment élevées pour vous dire qu'à un moment ou à un autre, euh, on peut retomber dans une crise longue parce que les interventions massives ne suffiront pas, où vous dites non, non, aujourd'hui on a cette capacité tellement forte à intervenir que les crises, même si elles vont continuer à exister, elles seront par nature courtes. Je pense qu'elles vont être par nature plus courtes qu'elles ne l'ont été. Oui, oui, définitivement. Et encore une fois, bon, les conneries, comme vous dites, euh, dans le contexte actuel, il n'y en a pas eu beaucoup ces derniers temps. Voilà. Donc, l'avenir dira, hein, si les banques centrales vont trop loin cette fois-ci ou pas, etc. Mais globalement, et même si on remonte de 2011, la crise grecque, bon, tout ça a été quand même plutôt pas mal géré. Alors, maintenant, au niveau de la question des taux, en fin de compte, je me rappelle d'une crise qu'il y avait eu et Greenspan parlait d'exubérance irrationnelle des marchés et il avait remonté les taux 96. petit à petit. Et 0,25, et puis un mois après 0,25, et 3 mois après 0,25. Et il pensait comme ça réduire petit à petit la vitesse de croisière de l'économie, ralentir cette exubérance des marchés et éviter la crise. Il n'a rien évité du tout. Il a pris une belle crise derrière parce qu'en fin de compte, à un moment, tout s'est grippé et tout s'est cassé. Et donc, la question que je me pose aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, cette montée des taux
ultra rapide. Alors ça, je crois que c'est historique. On n'a jamais vu une montée des taux aussi rapide. N'avait pas pour intérêt principal que de pouvoir permettre de rebaisser les taux très rapidement aussi. Alors là, c'est un petit peu de la politique fiction parce que quand bien même Non, ils mais baisseraient les taux dans 3 mois, c'est pas sûr qu'ils les avaient montés aussi vite en pensant à les baisser et tout. Mais est-ce qu'on peut y trouver un parallèle ou une espèce de machiavélisme ou quelque chose comme ça? Grégoire, oui, même si c'est pas votre spécialité, préparez-vous parce que je vais vous poser la question puisque dans votre métier, les taux, c'est quand même quelque chose de fondamental. Alors, on va juste voir ce que David a à nous dire là-dessus, puisqu'il a acquiescé du visage quand je posais la oui, question. oui, Après, Meilleur nous fait tout un à petit fait. pitch là-dessus et c'est à vous, Grégoire. Non, mais je pense que vous avez tout à fait raison. Il y avait deux raisons pour euh, cette hausse des taux aussi rapide qu'elle a été aux États-Unis. Premièrement, c'était l'ampleur du dérapage. Et je parle bien de dérapage parce que historiquement, les banques centrales, la Fed, elle est toujours intervenue lorsque l'inflation dépassait les 4,5%. C'était le début de l'intervention, c'est le niveau de l'inflation qui commençait à titiller un peu les banquiers centraux et qui déclenchait une intervention. Là, lorsque la Fed intervient cette fois-ci, l'inflation, elle est entre 8,5 et 9%. Donc, ils interviennent très tard. Parce qu'ils sont très en retard dans l'intervention, pour des raisons qui étaient les leurs et que je respecte tout à fait, qui étaient finalement assez honorables, mais ils sont très en retard, donc ils ont besoin d'agir très vite. Ils ont besoin de réasseoir leur crédibilité et donc ils sont obligés d'agir très fort. Mais effectivement, chaque fois que la Banque centrale monte les taux d'intérêt, quelque part, ils sont ravis parce qu'ils savent que ça leur donne des munitions pour plus tard. Donc oui, oui, de ce point de vue-là, effectivement, plus et le pire qui puisse arriver, c'était ce qui s'était passé. Donc, je crois que c'est autour de 2015 pour la BCE. Si on avait dit, mais ils ont raté le coche. Ils avaient une fenêtre pour remonter les taux d'intérêt et ils les avaient pas remontés et ils s'étaient retrouvés embarqués dans une période de taux négatifs qui était finalement beaucoup plus longue que dans d'autres pays. Meilleur, vous voulez dire un mot là-dessus? Désolé, j'ai mal entendu votre question parce que j'ai une perte de réseau. Moi, ce que je voulais juste dire, en fait, c'est que ce qui me gêne un petit peu, encore une fois, c'est cette inflation un peu structurelle. Et évidemment, la corrélation avec les hausses des taux, puisqu'en fin de compte, on a trois choses qu'on n'avait pas auparavant, notamment sur les prix, à savoir le désengagement des pays vis-à-vis de la Chine, qui crée en fait une inflation structurelle qu'on est en train de voir. Le deuxième élément, c'est évidemment le coût de la transition écologique que vous connaissez, qui crée une inflation structurelle. Et le troisième élément, en fait, c'est les fameux budgets défense. Et sur les budgets défense, en fait, la Pologne a annoncé il n'y a pas très longtemps que son budget défense 2024 serait de 4% du PIB, et l'OTAN a annoncé 2% de dépenses du PIB pour les pays qui font partie de l'alliance de l'OTAN. Et donc, en fin de compte, moi, ce qui m'embête un peu, c'est sur mon prisme action, c'est de savoir à quel moment ils vont rebaisser les taux. Parce que le sujet, c'est quand on rebaisse les taux, bah, mécaniquement, ça donne du vu pour les actions. Et le scénario principal, c'est de penser que on allait augmenter les taux rapidement et qu'on allait aussi les rebaisser et que ça allait durer moins de 18 mois. Et là, en l'occurrence, comme ça prend un peu plus de temps, ça sera retranscrit à l'économie réelle. Et quand c'est retranscrit à l'économie réelle, c'est un peu compliqué. Donc voilà un petit peu mon prisme d'un point de vue plutôt macroéconomique et comment ça se retrouve sur la microéconomie et sur la société que je suis. Alors là, ça me fait réagir sur une question, mais on n'a pas le temps d'y répondre. Mais par contre, on pourra en parler ou en reparler. Euh, Tout cela n'a d'intérêt que si ça est retranscrit à l'économie réelle. Si c'est juste pour faire de la façade et du mouvement, ça n'a pas d'intérêt. Et la baisse de l'inflation qu'on voit se mettre maintenant, c'est parce que la hausse des taux et le ralentissement a été retranscrit à l'économie réelle. Voilà. Désolé de ne pas pouvoir vous laisser la parole pour répondre. Je réagissais juste à ce que vous disiez. Alors, Grégoire, chose promise, chose due, si vous voulez nous faire juste un petit pitch sur votre vision de la hausse des taux et de la baisse des taux, puisque c'est quand même quelque chose d'essentiel dans votre métier. Vous avez 1 minute et après on passera à David pour le point marché. Bon, bonjour à tous. Alors effectivement, bon, c'est pas neutre, hein, cette hausse des taux dans le secteur de l'immobilier, de la promotion immobilière des marchands de biens. Alors, bon, dans un premier temps, c'est quoi? C'est cette hausse de taux à intégrer non seulement dans le bilan des promoteurs et marchands de biens, ça leur coûte plus cher d'emprunter et de sortir les opérations, de tenir ces financements pendant une durée de 24 mois. Bon, ça, au final, ils arrivent à l'intégrer.
Euh, côté vente, c'est plus ça leur problème, c'est-à-dire qu'ils ont évidemment plus de difficultés à écouler leur stock, mais dans l'autre sens, il y a moins de programmes, moins d'offres en tout cas dans le neuf sur le marché. Donc ça crispe. D'un côté, ça crispe un peu le marché, mais de l'autre côté, il y a moins d'offres. Après, le plus gênant dans le marché, c'était surtout le taux de refus. 50% des demandes de financement des acquéreurs sur du neuf se sont fait refuser leur demande de financement. Donc ça, c'est très problématique parce que ça rallonge drastiquement la commercialisation. Ils ont l'impression d'avoir vendu les promoteurs. Finalement, le bien revient en stock. Ils le remettent en vente, peut-être en faisant une petite remise en rognant leur marge et ils reperdent encore 6 mois éventuellement. Ça, c'est compliqué. Mais bon, il y a eu quand même des effets positifs les derniers mois avec la réhausse du taux d'usure de la Banque de France. Donc maintenant, les Alors, banques peuvent attention, prêter. Grégoire, de ne pas rentrer trop dans votre partie, hein. On Ouais, reste financier là, parce que ça, c'est des sujets qu'on va aborder tout à l'heure quand on aura la partie c'est- qui vous oh, est réservée, hein. Donc, est-ce bon, que vous vous attendez à une baisse des taux rapidement? non, Et mais est-ce que vous je vais pensez que pas. si la hausse des taux a été rapide, c'était pour déjà préparer la baisse? Ouais, non, franchement, c'est difficile moi, de me positionner sur ce sujet-là. Ça peut redescendre effectivement assez vite. Maintenant, aujourd'hui, dans l'immobilier, je trouve que il faut l'intégrer dans la mentalité des investisseurs que oui, aujourd'hui, on emprunte à des taux un petit peu plus élevés. Maintenant, si ça rebaisse dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, bah, comme on l'a fait il y a 10 ans, on fera tous des refinancements sur nos investissements immobiliers et finalement, c'est pas si gênant que ça. Mais faut que ça s'intègre dans les mentalités. Merci. Allez, David, c'est à vous pour le point marché. Bien, c'est parti pour cette nouvelle chronique. Toujours un plaisir de vous retrouver. J'ai envie de dire que si les marchés ont traversé l'été sans encombre, la rentrée s'avère beaucoup plus compliquée. Alors, on sait que historiquement, hein, le mois de septembre, c'est un mois à haut risque pour les marchés actions. Septembre 2023 n'aura pas fait exception à la règle, malheureusement. Les actions américaines ont reculé de 5%, les actions européennes de 3%. Le Japon résiste un peu mieux et la Chine et les émergents restent à la traîne. Depuis notre dernière émission, les indicateurs avancés de l'économie pointent vers le bas, alors que le discours des banquiers centraux laisse les taux d'intérêt pointer vers le haut. C'est clairement pas le meilleur cocktail pour les marchés actions. Il y a quelques mois, les investisseurs s'attendaient non seulement à ce que le cycle de hausse de taux s'arrête, mais également à ce qu'un cycle de baisse des taux démarre. Ces espoirs sont en train d'être douchés par la Fed, qui a clairement indiqué que les taux resteraient plus hauts plus longtemps. Pourtant, les deux moteurs de l'inflation, que sont l'immobilier et les salaires, sont en ralentissement significatif. Il semblerait que ce ralentissement, surtout celui des salaires, ne soit pas encore sur des niveaux rassurants pour les banquiers centraux. Il faut garder à l'esprit qu'aux États-Unis, l'erreur politique monétaire du début des années 80, qui avait consisté en une baisse des taux trop rapide après une flambée inflationniste, est encore très présente dans les esprits. En résumé, il ne faut pas attendre dans l'immédiat trop de soutien de la politique monétaire. La seule bonne nouvelle est que désormais, les niveaux de valorisation sont en dessous de leur moyenne à 5 ans. De même, les enquêtes de sentiment sont au plus bas. Ces deux points ne sont pas des signaux d'achat du marché, mais nous donnent un petit peu de réconfort quant aux perspectives des prochains mois. Beaucoup de mauvaises nouvelles sont déjà dans les cours et si les bénéfices des entreprises tiennent, 2024 pourrait offrir de bonnes surprises. En termes d'allocation d'actifs en général et en termes d'allocation géographique en particulier, je souhaiterais revenir sur le cas du marché chinois. C'est l'une des plus mauvaises performances de l'année et j'entends certains dire qu'il faut revenir sur les actions chinoises car le gouvernement aurait les moyens de relancer l'économie ou encore parce que les valorisations sont à un plus bas historique. Laissez-moi vous le dire, je pense que c'est une très mauvaise idée. La Chine est un marché dont je me méfie depuis l'été 2021, lorsque Xi Jinping avait tout simplement rayé de la cote le secteur de l'éducation privée et le secteur des jeux vidéo. Récemment, j'ai eu la chance de m'entretenir avec le responsable des investissements d'une société de gestion américaine et il m'a indiqué que tous les institutionnels américains étaient en train de revoir leur allocation d'actifs sous un angle de plus en plus patriotique. Et il semblerait que détenir des actions chinoises pour un institutionnel américain offre de plus en plus le flanc à la critique. Je pense que nous sommes très clairement
sur cette zone dans un changement de paradigme, quelque chose de structurel et non pas de conjoncturel. Et je pense que les grands bénéficiaires de ce mouvement, donc de vente des actions chinoises et de réallocation dans la région, les bénéficiaires seront l'Inde et le Japon. Avant d'ouvrir le débat sur cette question, je rappellerai simplement aux amateurs de faible valorisation qu'avant d'être boycottées, les actions russes se traitaient à 5 fois les bénéfices, probablement car cela n'en valait pas plus. Sur ce sujet-là, messieurs, est-ce que voilà, c'était pour les amateurs d'investissement décoté et d'opportunités. Est-ce que, voilà, pour ceux qui étaient tentés pour revenir sur ce marché en disant finalement c'est le marché qui a le moins bien marché depuis le début de l'année, il faut peut-être faire quelque chose dessus. Pour une fois, j'ai offert un avis tranché. Qu'en est-il du vôtre? Alors, heureusement que vous ne me l'avez pas dit plus tôt que les actions russes se traitaient à 5 fois les bénéfices, parce que j'aurais peut-être eu envie d'en acheter. Mais non, j'en aurais pas acheté. Et je vais vous dire pourquoi j'en aurais pas acheté, pour la même raison que j'ai quasiment jamais eu d'actions chinoises. Alors pendant longtemps, j'ai eu tort parce que ça a beaucoup monté. Pendant un autre temps, j'ai eu raison parce que ça a beaucoup baissé. Parce que je me suis toujours référé à ce que disait Warren Buffett. Alors Warren Buffett, il ne disait pas comme moi. Il disait, quand je comprends pas, j'y vais pas. Et moi, je dis, quand j'ai pas confiance, j'y vais pas. Et vraiment, je le dis à tous les auditeurs, quand vous n'avez pas confiance, n'y allez pas. Et c'est pas grave si vous perdez, enfin si vous gagnez pas, ou c'est pas grave si vous allez travailler avec quelqu'un avec qui vous avez confiance et qui fait un peu moins que l'autre, c'est pas grave. C'est essentiel pour avancer dans la vie. Vous devez avoir confiance dans votre interlocuteur ou sur le marché sur lequel vous êtes. Voilà. Mais si vous n'avez pas confiance dans la Chine, n'allez pas acheter de l'immobilier en Chine. Si vous pensez qu'ils trafiquent les cours, n'allez pas le faire. Alors, beaucoup de gens y vont parce qu'il faut y aller et parce que des fois, ils s'obligent à y aller et parce qu'il y a des gens qui demandent à y aller. Mais moins vous y allez, mieux c'est. Et après, pour acheter pas cher, bon, Meyer nous a expliqué dans la Recovery que la Recovery, c'était pas du tout acheter pas cher. Hein. C'était acheter pas cher à condition que les germes de la hausse soient déjà présents. Il y a un vieil adage qu'il ne faut pas faire. On n'attrape jamais un couteau, on n'essaie pas d'attraper un couteau qui est en train de tomber. Donc, voilà. Ensuite, pour l'Asie. Donc, pour l'Asie, on a l'Inde et le Japon. Alors, je ne vais peut-être pas parler des actions parce que je ne suis pas un acheteur d'actions indiennes non plus et pas un acheteur d'actions japonaises. Je pense que avec l'Europe et les États-Unis, on a suffisamment de matière pour perdre ou pour gagner. Et globalement, quand on regarde les fonds, soi-disant les fonds mondiaux ou les choses comme ça, c'est l'Europe et les États-Unis qui ont fait le résultat. C'est pas qu'ils ont eu un peu de Russie, un peu d'émergents ou un peu de choses comme ça. L'Inde, c'est clairement en train de devenir une grande puissance. C'est clair. C'est clair, net et précis. C'est évident. Elle va devenir la deuxième puissance régionale en Asie. Elle est dynamique, la population est jeune, elle éduque, elle a une capacité à éduquer qui est extrêmement forte. Elle forme des ingénieurs, elle forme des physiciens. Elle a une connaissance globale de l'anglais parce que son système éducatif est la langue qui unit les Indiens, puisqu'en Inde, il doit y avoir plusieurs centaines de langues. La langue qui unit les Indiens est l'anglais. Donc, ça lui donne une ouverture sur le monde entier, des échanges avec les États-Unis extrêmement forts, des échanges avec l'Angleterre encore plus forts. Voilà. Et probablement que ce qu'on a connu, nous, en Europe, enfin, dans le monde occidental, avec notre Est-Ouest, on aura un moment ou un autre en Asie un Est-Ouest qui sera en fin de compte Chine-Inde. Et les deux sociétés ont des conceptions différentes du monde et des visions différentes de demain. Donc, ce sera peut-être comme ça. Et à mon avis, tant que c'est les Américains qui protègent Taïwan, Taïwan a du souci à se faire. Si Taïwan arrive à se faire protéger par l'Inde, ils auraient probablement beaucoup plus de chances de survivre. Donc voilà un petit peu, là-dessus. Et alors pour les marchés, et après j'ai passé la parole à Maël, si on regarde bien l'année, la belle partie de l'année, ça a été le premier trimestre. C'est le premier trimestre qui a été beau et qui a surpris tout le monde.
Et même le premier mois, Même le Bernard, premier c'est mois, même le exactement. premier mois. En janvier, on avait fait les 3/4 ou les 4/5 de la hausse du premier trimestre. Et ensuite, le deuxième trimestre, on va dire, n'a servi qu'à perdre une partie du chemin fait et à le retrouver. Et j'ai envie de dire le trimestre invisible, qui est le trimestre des vacances, puisque c'est le début du troisième, mais on n'en parle pas vraiment. Juillet, on a reperdu du terrain. Août, on a repris une partie du terrain. Et après, on a, pour moi, le quatrième trimestre, qui est un quadrimestre, en fin de compte, qui commence le 5 septembre pardon, qui commence le 5 septembre à la rentrée. Et là, on est vraiment avec une panne et des ennuis. On n'a pas de jus, on n'arrive pas à remonter. On a quelques bonnes nouvelles, mais tout de suite, on a une mauvaise nouvelle qui arrive derrière. On a ce gros problème de la dette, c'est-à-dire que toutes les sociétés qui ont besoin d'argent et toutes les sociétés qui doivent renégocier leur dette, ça va chauffer pour elles. Ça va clairement chauffer. On voit Altis avec SFR, ça va clairement chauffer. Et si on se rappelle l'histoire avec Iliad donc, et Xavier Niel. Niel n'a pas acheté Free, n'a pas acheté Free, il l'a construit, il l'a battu. Donc il ne s'est pas endetté sur des milliards et des milliards pour acheter. C'est un industriel qui a construit avec des câbles opérateurs, avec des choses. Enfin, je ne vais pas rentrer dans la technique et tout, je ne la connais pas parfaitement, mais il a construit son réseau. Et à partir de ce moment-là, bon, il est endetté, mais pas à des sommes complètement démentielles, puisque c'était une logique industrielle. Les autres, enfin les deux, donc Orange et SFR, ont acheté le réseau avec des sommes complètement colossales qui à un moment les a surendettés. C'est pour ça qu'Orange, ça a été plutôt dans les années 2000, et SFR, c'est plutôt maintenant. Bouygues, lui aussi, a construit son réseau avec une logique industrielle. Donc voilà un petit peu là-dessus. Maël, je vous laisse la parole. J'ai été long, j'ai pris beaucoup de temps, mais c'est des sujets qui peuvent, des réponses qui ne peuvent pas se donner en 30 secondes, je crois. C'était intéressant, là, ce point marché de David. Je pensais à un moment qu'il allait dire on va délaisser la Chine et les investissements vont se concentrer peut-être sur l'Europe pour diversifier vis-à-vis des États-Unis. Mais non, finalement, c'est l'Inde et le Japon. Moi, je suis un peu d'accord aussi avec vous. Mais je suis consensuel comme garçon, hein, Bernard. Euh, L'Inde, moi, je connais pas, je comprends pas. Moi, j'y vais pas non plus. C'est trop grand, c'est trop vaste, ça va trop vite. Je trouve que c'est un peu les mêmes, on peut d'une certaine façon voir les mêmes défauts que ce qu'on a rencontré en Chine, où c'est pas encore une industrie assez structurée, une économie assez structurée. On sait que ça va être énorme, donc dans quelques années, pourquoi pas. Peut-être que j'aurais raté la vague de croissance énorme. En attendant, aujourd'hui, c'est trop difficile à dire. Le Japon, c'est quand même un marché particulier également. Bon, c'est un marché, pour le coup, une économie mature. Donc là, on a moins de surprises. En termes de diversification, pourquoi pas. Je dois dire que dans les portefeuilles que je vois dans nos contrats, il n'y a quand même pas beaucoup de Japon hein, ces dernières années. La Chine, on en voit de moins en moins également. Bon, la Russie, c'est interdit, donc c'est sûr qu'il n'y en a plus du tout. Mais il n'y en avait pas tant que ça avant. C'est vrai qu'il y avait aujourd'hui les investissements se concentrent essentiellement sur l'Europe et sur les États-Unis. Si c'était la question, moi, à titre personnel, je resterais aussi plus sur les États-Unis et sur l'Europe. Mais j'ai peut-être une question moi, pour vous également. Je lisais cette semaine, ce week-end d'ailleurs, que Warren Buffett est en train de liquider tous ses actifs, toutes ses actions, pour se constituer une épargne cash, parce qu'il pense qu'il va y avoir peut-être une récession et il se prépare à avoir beaucoup de cash, 147 milliards en l'occurrence, il a déjà généré, pour saisir des opportunités en début d'année prochaine. C'est intéressant, je veux savoir ce que vous en pensiez. Alors, allez, cette fois-ci, je réponds en 30 secondes et je vais laisser David répondre sur le fond. Warren Buffett, ça fait 3 ans qu'il est bourré de cash. Ça fait 3 ans qu'il est bourré de cash. Il a même, dans les 3 dernières années, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, à une reprise, c'est sûr, rendu du cash à ses actionnaires, et je crois même à 2 reprises. Alors, avant, il disait qu'il avait beaucoup de cash parce qu'il ne trouvait rien d'intéressant à acheter. Maintenant, il dit qu'il va garder son cash, donc le signal qu'il donne, c'est qu'il ne va pas le rendre, et que si jamais ça baisse, il va trouver des choses intéressantes à acheter. Je pense qu'il a totalement raison, puisque les sociétés endettées
ne trouvent pas à se refinancer. Les sociétés endettées ne trouvent pas à se refinancer ou le trouvent à des conditions qui les amènent à leur perte d'indépendance ou au fait de se vendre. Et je crois que c'est une bonne stratégie de Buffet. Et j'ai beaucoup de ces titres dans mes portefeuilles et je pense même on va renforcer puisque de toute façon, maintenant, le cash, ça ramène en dollars aux États-Unis plus de 5%. Donc, voilà, ça ou des obligations, c'est pas si bête. Allez, David, là, on va aller dans le fond. Moi, j'ai fait la publicité. Oui, Maintenant, vous allez vraiment travailler. Non, 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 mais alors, il y a deux choses, effectivement, c'est que, et là, Maël, je trouve ça intéressant, puisque dans mon édito, j'ai quand même subrepticement glissé que ça pouvait nous réserver une bonne année 2024. Je m'attendais à ce que l'un de vous réagisse en disant, bon, bah, alors 2023, c'est foutu, on n'en parle plus. Et effectivement, je dois dire que je n'attends pas grand-chose des 3 mois qui nous séparent d'ici à la fin de l'année. Je pense même que ce sont 3 mois un peu risqués, puisqu'on a clairement vu que les banques centrales nous ont dit qu'elles n'en feraient pas plus, hein, elles ne nous aideraient pas plus, qu'on risque d'avoir des ajustements sur les prévisions de bénéfices et que, franchement, au niveau géopolitique, c'est même pas la peine d'en parler, c'est juste chaque jour nous apporte son lot de catastrophes. Voilà, donc effectivement, je m'attends pas à ce que ces 3 mois soient particulièrement porteurs. Donc, faut-il faire du cash maintenant? Est-ce que c'est trop tard pour faire du cash maintenant? Ça, j'en sais rien. Mais est-ce qu'il faut garder son cash pour le réinvestir en début d'année 2024? Moi, en tous les cas, c'est la stratégie que j'aimerais bien adopter. Grégoire, vous voulez dire un mot là-dessus? Alors, juste une vision un peu personnelle, un peu ce que vous pensez, même si ce n'est pas votre domaine, votre domaine d'activité? Non, j'oserais pas en parler, hein. Moi, vraiment, mon secteur, c'est l'immobilier et ma vision du marché immobilier. Si c'est ça la réponse, oui, il y a un tassement en ce moment. Il y a un espoir de stabilisation sur 2024 et pour repartir plus belle par la suite. Voilà. OK. Alors, on va petit à petit terminer, sauf si quelqu'un a quelque chose à rajouter, quelque chose à dire. Meilleur, je ne sais pas très bien si vous êtes resté avec nous, si vous n'êtes pas resté avec nous. Si je suis resté avec vous, je vous écoute avec attention. Alors, vous voulez un petit peu participer En fait, c'est toujours la même question, c'est dans quelle mesure, on va dire, tout est pricé ou pas pricé. Or, typiquement, comme je vous dis, sur l'univers des petites valeurs, ça price une récession. Donc, est-ce que c'est le moment, est-ce qu'il faut continuer à faire du cash pour profiter d'opportunités, ou est-ce que c'est le moment, où est-ce qu'on a touché le point bas? Je n'en sais rien. Après, vous savez ce que disent les gérants actions, en fait, c'est ce qu'on dit souvent pour se défendre, c'est qu'on explique que sur 10 ans, sur les performances du S&P 500, on a fait 6,5% en moyenne. Si on ratait les 10 meilleures séances de bourse, on faisait plus 3,5. Et si on rate les 40 meilleures séances de bourse, on fait moins 1,5. Donc globalement, comme disait David Calfon tout à l'heure, la performance de 2023, elle s'est faite sur le premier mois de l'année 2023. Donc nous, typiquement, en tant que gérant action, on est obligé d'être investi parce qu'on ne sait pas à quel moment ça va repartir. Après, vous avez compris ma problématique, c'est que moi, je suis assez dépendant du marché européen et vous avez dû comprendre toutes mes inquiétudes autour du marché européen. Et donc, j'espère que nos gouvernants européens vont revenir à la raison et vont plus se focaliser sur le business intrinsèque qui va nous permettre de meilleures perspectives, je l'espère. Alors, j'ai juste une question. Aujourd'hui, dans votre fonds, d'abord, est-ce que vous auriez le droit ou est-ce que vous avez le droit d'avoir 20% de cash? Première question. Deuxième question, est-ce que si vous aviez le droit ou si vous avez le droit, ça vous paraît intelligent d'avoir aujourd'hui 20% de cash rémunéré à 4%? Et troisième question, si vous avez répondu oui à l'une des deux premières, est-ce que vous avez autant de cash dans votre fonds? Ouais, déjà, juste pour information, vous avez raison, parce qu'aux États-Unis, on va dire le dividend yield, actuellement le rendement du CAC 40 est autour de 3,6%. Si on prend les taux américains, sur les taux courts américains, on est à plus de 5, on est autour de 5,5. Donc évidemment, il y a plus d'intérêt à être placé en taux court qu'en rendement des actions. En Europe, c'est plus compliqué, c'est-à-dire avoir la possibilité de faire rémunérer vos actions sur les taux courts, c'est un peu plus compliqué. Donc maintenant, ça c'est juste une petite parenthèse. Maintenant, comment nous on fonctionne? C'est-à-dire d'un point de vue réglementaire, on a le droit d'avoir que 10% de cash. Après, on peut avoir ce qu'on appelle du faux cash, c'est-à-dire être investi sur des valeurs OPAbles, qui fait qu'on peut arriver à éventuellement à 20% de cash. Moi, mon métier à moi,
c'est d'investir dans le long terme et d'avoir en permanence des idées. Et donc, globalement, quand les gens investissent chez Sony Recovery ou chez Sony Manager, en fait, eux prennent le risque de décider une exposition sur les actions. Et donc, moi, mon mandat, c'est d'être en général pleinement investi sur les actions. Parce que vous, en tant qu'allocataire, si demain je vous dis que vous investissez sur un fonds action et s'il est investi qu'à 75%, bah, vous, votre niveau de risque, vous l'avez déjà décidé dans votre code-part que vous avez investi sur les actions. Donc c'est pour ça que nous, de manière générale, c'est que quand globalement on est plutôt baissier, on va avoir peut-être entre 5 voire 10% de cash maximum. Et en général, quand on est plutôt confiant, on investit entre 97 et 100%. Voilà comment on fonctionne. Après, ce qu'on a aussi souvent, c'est qu'on a souvent les OPA en portefeuille. L'année dernière, on a eu 6 OPA sur Recovery. Cette année, on a eu déjà 2 OPA. Et donc ça permet d'avoir effectivement ce cash-là et tenir un petit peu dans les périodes compliquées et d'essayer d'acheter à bon compte quand il y a des baisses excessives. D'accord. Et vous, David, dans les fonds actions chez Sanso, donc d'abord, est-ce que vous avez le droit d'avoir du cash? Ça, c'est la première question. Deux, est-ce que vous en avez et est-ce que vous pensez que c'est intelligent d'en avoir en ce moment? Et trois, est-ce que dans un fonds spécifique, vous pouvez nous dire, voilà, aujourd'hui, on a tant de liquidités, alors soit de la vraie liquidité, soit de la fausse liquidité, comme a expliqué Meir. Il y avait une époque où on disait qu'il fallait acheter pour de la fausse liquidité des caisses du Crédit Agricole régional, où ça ne bougeait pas, de toute façon, il n'y avait pas de marché là-dessus. Voilà. Comment est-ce que vous gérez le cash aujourd'hui, puisque sur les fonds actions? Alors, les fonds actions, ils doivent vous donner la performance des marchés actions ou quelque chose de proche de cela. Donc là-dessus, je rejoins Meir. Effectivement, nous, dans les fonds qui sont étiquetés actions, ce que vous trouvez à l'intérieur, ce sont des actions. Maintenant, pour répondre à votre question, donc on a très peu de cash dans nos fonds actions, puisque effectivement, leur contrainte, et ce que l'on a promis aux investisseurs, c'est d'être investis sur les marchés actions dans ces fonds-là. En revanche, on a dans nos gestions, on a un fonds qui est un fonds flexible, qui s'appelle Maxima. Et donc, c'est un fonds investi en actions européennes. Donc, en moyenne, il est investi autour de 97% en actions. Mais vous avez à côté de ça des couvertures que l'on peut mettre en place et que l'on met en place. Donc, on met jusqu'à 30% de couverture et on peut être jusqu'à 30% surexposé. Donc, l'exposition action du portefeuille varie entre 70 et 130%. Et on fait ça de manière un peu systématique en disant que finalement, on ne saura jamais timer le marché à la perfection. Donc, plus le marché monte et plus il monte vite, plus on met en place des couvertures. Et plus le marché baisse et plus le marché baisse vite, plus on retire les couvertures. Et donc la question va être, et à aujourd'hui, où en êtes-vous? Eh bien, à aujourd'hui, donc on est au stade où on a retiré les couvertures, donc on est à une exposition à 100%, mais on n'a pas encore surexposé le portefeuille parce qu'on pense qu'il y a encore des risques devant nous. Voilà. Mais sur une échelle de 70 à 130, actuellement, on était à 70 et avec la baisse des marchés qu'on a eu récemment, on est repassé à 100%. Très bien. Eh ben, c'est sur ces mots que va s'arrêter toute cette grosse première partie où on a parlé des marchés, de l'économie. Et maintenant, on va se concentrer avec Grégoire Linder, sur une représentation rapide de sa société qu'on connaît bien ici, puisqu'il est avec nous depuis le début des émissions. Et après, sur le marché, les bouleversements, les évolutions du marché, qui est un marché qui est tellement sensible au taux d'intérêt qu'aujourd'hui, automatiquement, c'est un marché qui est traversé par les mouvements des taux d'intérêt. Merci beaucoup, Meir. Merci beaucoup, David. Maël, si vous voulez rester avec nous pour participer et un petit peu débattre de ces sujets, parce que je sais que c'est un sujet qui existe chez vous, où il y a en tout cas, il y avait beaucoup d'assurés qui vous demandaient l'intégration en direct d'obligations avec des sous-jacents immobiliers. Donc, ce sera avec grand plaisir qu'on écoutera votre éclairage. Grégoire, c'est à vous. Donc, en 2 mots, Reiser, votre métier, qu'est-ce que vous faites? Et ensuite, si vous voulez juste nous parler de l'évolution capitalistique qu'il y a eu très récemment. Et après, on rentre dans le métier ensemble.
Merci Bernard. Donc effectivement, je suis directeur général de Raisers et cofondateur. Raisers aujourd'hui, c'est une plateforme de crowdfunding immobilier. Notre métier, c'est de prêter aux promoteurs immobiliers, aux marchands de biens. On intervient pour remplacer une partie de leur fonds propres ou les accompagner sur un financement global de leurs opérations. Et on propose ça à des investisseurs particuliers, en direct ou intermédiaires, à des banques privées, à des fonds d'investissement qui rentrent sur nos opérations. On a réalisé l'année dernière un petit peu plus d'une centaine d'opérations pour 120 millions d'euros d'investissement. Et on a un produit type, ce prêt obligataire, qui est une obligation simple, avec une maturité moyenne de l'ordre de 2 ans, avec un taux de rendement moyen de 10%. Voilà en quelques mots le principe. Donc, j'ai créé ça avec mon associé Maxime Palin en 2014. On avait un agrément de conseiller en investissement participatif et on a changé très récemment pour l'agrément européen, donc ce nouveau passeport européen, donc toujours régulé par l'AMF, qui est celui de PSFP, prestataire de services de financement participatif, et donc qui nous permet aujourd'hui de réaliser ces émissions de dettes obligataires dans la limite de 5 millions d'euros par opération, mais cette fois-ci partout en Europe. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, d'aller chercher la diversification et des belles opportunités d'investissement au-delà de notre territoire français. Donc, dans cet écosystème crowdfunding immobilier, on n'est pas les seuls à exercer. On est à peu près une trentaine de plateformes en France, mais on a, on va dire, 4-5 plateformes qui représentent 85, voire 90% des volumes du marché. Alors, Et attendez, je vous interromps. oui, Si on parle des plateformes, vous avez dit vous avez fait à peu près 120 millions. Combien il y a de plateformes en France qui font plus que 80 millions? voilà, je crois que je dirais 5. Ouais, 5. 4-5 plateformes, voilà. Donc nous, voilà, notre spécificité, c'est vraiment cette possibilité d'investir sur des opérations un petit peu plus loin que le territoire français, puisqu'aujourd'hui sur Raisers, on fait à peu près 25-30% de nos volumes sur le reste de l'Europe. Donc nous, l'Europe qui nous intéresse, c'est, on va dire, l'Europe autour de la France, hein, donc en partant du haut, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse, on fait quelques opérations aussi dans l'année, l'Italie, l'Espagne et le Portugal. Voilà, donc le principe de notre produit, c'est que c'est du produit par produit. Donc, c'est important pour chaque investisseur de bien diversifier, à la différence d'un fonds d'investissement dans lequel vous pouvez investir un ticket qui lui-même, le fonds va diversifier sur tout un tas d'opérations. Nous, c'est du dossier par dossier. Donc, l'idée, c'est de tendre via la plateforme vers une diversification maximum. Donc, bon, dans un premier temps, aller chercher une dizaine de lignes d'investissement, c'est très bien, mais monter à 15 voire 20 lignes, c'est encore mieux. Et répartir Alors, son nous, on risque conseille à nos sur. clients, je vous interromps encore une nouvelle fois, on conseille Oui, 40 lignes à nos clients. eh ben, c'est encore mieux, tant mieux. Plus c'est diversifié, plus ça va neutraliser le risque d'une défaillance sur une opération. Le risque, voilà, il reste présent. On prête à des PME, parfois même des TPE. Ce sont des promoteurs et des marchands de taille intermédiaire. On va exclure les gros promoteurs en France, mais des opérateurs qui peuvent faire quelques millions d'euros de chiffre d'affaires jusqu'à une centaine de millions. Donc il y a un risque opérateur. Il y a des risques propres au marché de l'immobilier. Et donc, ce sont, voilà, parmi toutes ces demandes de financement qu'on reçoit, notre enjeu principal, c'est de sélectionner les opérations qu'on considère les plus pertinentes. Donc, dans notre équipe, on a une équipe d'analystes experts immobiliers, donc en charge d'analyser ces dossiers, de les scorer, et une équipe juridique pour prendre les meilleures garanties possibles et développer des expertises, notamment sur la prise de garantie. Donc, je fais une petite aparté, notamment une garantie qu'on est amené à prendre de plus en plus fréquemment, qui est la fiducie-sûreté, qu'on est une garantie qu'on apprécie et qui est réalisée par un des partenaires qui est présent aujourd'hui. Et donc voilà, ce qui nous amène aujourd'hui à tenir depuis notre existence 2014 un taux de rendement net de risque à 8,80. Donc on impacte, voilà, pour toutes nos opérations qui peuvent avoir un peu plus de retard que 6 mois, une décote, un risque de perte en capital. Mais si l'investissement a bien été fait avec une belle diversification, voilà, on est autour des 8,80, 8,90 en taux de rendement de dette de risque. Donc Alors, on vient aujourd'hui, même justement, l'immobilier. Oui, oui, aujourd'hui, bon,
on a beaucoup distribué vos produits, on continue à les distribuer. Et on a des groupes de questions qui reviennent. Alors, on va essayer d'enclencher point par point et voir comment vous appréhendez ça, on va dire, de l'autre côté, du bureau. D'abord, un reproche, mais pas toujours sur le ton du reproche, des fois plutôt sur un ton très, très constructif. Mauvaise communication ou mauvaise gestion de la communication ou pas assez de fluidité dans les dossiers à problème. Donc, vous, de votre côté, comment vous appréhendez ce sujet et qu'est-ce que vous ressentez sur ce sujet? C'est tout à fait juste, Bernard. Il y a une vraie difficulté pour nous à avoir le bon tempo de communication. On a des investisseurs, si on leur parle toutes les semaines ou tous les 15 jours, ils nous disent, vous m'inondez d'informations, ça ne m'intéresse pas, je vous fais confiance, allez au bout et tenez-moi au courant quand il y a une vraie avancée dans l'opération. Voilà, premier type d'investisseur. Deuxième type d'investisseur, au contraire, au moindre échange communication qui est réalisé avec l'opérateur dans le cas de difficulté, ils veulent avoir l'information et voilà. Donc il faut qu'on arrive à... Et il y a un troisième paramètre, c'est que on a pour la plupart de nos opérations, entre un défaut de respect d'échéance et une mise en place d'un recouvrement, une phase qu'on appelle la période de conciliation. Et cette période de conciliation, elle est imposée par soit un juge conciliateur, soit un indépendant conciliateur, médiateur, mais elle doit être totalement confidentielle. Donc les échanges qu'il peut y avoir pendant ce temps-là, et d'ailleurs souvent c'est des échanges, alors l'opérateur propose une solution, un échelonnement, une compensation de garantie, etc. Pendant ce temps d'échange qui est cadencé et qui peut aller de quelques jours à 3 ou 4 mois, bah, cet échange de conciliation doit rester totalement confidentiel. Donc là aussi on a on a un juge qui nous impose en fait de pas communiquer aussi dessus. Donc on doit jongler avec ce besoin d'information et de transparence des investisseurs, avec ce qu'on peut faire, ce qu'on peut dire, ce qu'on peut pas dire. Et après, quand on le dit, quand on est passé à l'étape d'après, on a trouvé un accord ou au contraire on n'a pas trouvé d'accord, on est en recouvrement, à quel rythme on communique aux investisseurs. Donc évidemment, on a développé des outils sur la plateforme où on va essayer de publier le maximum d'informations pour nos investisseurs, mais effectivement, c'est un enjeu pour les plateformes, nous comme les autres, de bien cadencer ces communications-là. Alors, nous, on a eu un mail d'un client très intéressant et qui nous dit, puisque on avait déjà échangé de ces sujets, donc ce que vous dites là, vous me l'aviez déjà dit dans nos différents échanges, donc je l'avais relayé vers les clients, et qui nous dit, voilà, moi j'ai une solution pour lui, qui continue à communiquer comme il le fait et qu'il organise une réunion par Zoom, Meeting ou Teams ou je ne sais pas trop quoi, une réunion par mois, tous les premiers jeudis de chaque mois, de 18h à 20h. Et voilà, lui et son équipe, ses analystes sont là. Les gens qui veulent se connecter se connectent. Il y a une liste de dossiers à problème, 1, 5, 10, 15, et les dossiers sont traités, et un petit peu comme s'il faisait une conférence. Et au moins, il y a une réunion mensuelle où chacun peut poser les questions. Il dit ça sera probablement le bordel, mais en tout cas, ceux qui veulent venir viennent, ils viennent. Pour une entreprise, c'est raisonnable parce que ça mobilise 2 heures ou 3 heures par mois et pas 20 heures d'échange ou 30 heures d'échange qui va les empêcher de travailler sur d'autres sujets. Et il dit, voilà, vous lui donnez cette idée, elle est gratuite, je veux rien en échange. Voilà. Vous en pensez quoi de cette idée? Mais merci pour l'idée. Effectivement, ça peut être envisageable, mais effectivement, la difficulté, c'est si on balaye, je sais pas, nos 15 ou 20 opérations qui ont des difficultés aujourd'hui, c'est très probable qu'un investisseur soit pas sur ces 20 et qu'il en ait 2 ou 3 et que ça soit la première et la dernière traitée. Et c'est un peu compliqué. Et après, c'est compliqué aussi à cadencer parce que effectivement, on peut avoir entre 50 et il y a des opérations, on a 1000 investisseurs. Donc, on peut avoir des investisseurs qui sont très bavards. Donc, effectivement, la maîtrise du chrono, de l'échange et de dire on doit le limiter parce qu'après, on doit passer au dossier d'après, c'est aussi un exercice périlleux. Donc, c'est pas évident. Maintenant, voilà, on essaie quand même d'organiser ces points d'échange avec nos investisseurs. Alors,
soit lors des assemblées générales obligataires, parce qu'on doit les solliciter de toute façon nos investisseurs quand on rentre dans une phase de contentieux ou de renouvellement, de prolongation des emprunts. Et quand on n'a pas le faire, quand il n'y a pas d'assemblée générale, ça nous arrive de proposer un point juste d'échange sur les opérations. Mais tous les organiser en même temps, c'est un peu difficile pour nous. Ça, voilà, l'idée est bonne, Alors, mais en je pratique, vous c'est pas interromps parce évident. que j'ai pas mal de questions. Donc, deux autres questions. Donc, dans le métier du crowdfunding immobilier, donc, bon, il y a le financement par la masse et le sous-jacent immobilier. Est-ce que vous avez été tenté, ou est-ce que peut-être vous le faites déjà, ou est-ce que vous voulez le faire, d'un peu abandonner le crowdfunding et donc d'abandonner la masse pour avoir des dossiers qui seraient portés par 4, 5, 6 personnes, donc des choses un petit peu plus confidentielles ou avec vos meilleurs investisseurs ou vos plus gros investisseurs, puisque je suppose que comme dans toute société, aujourd'hui, 20% de vos investisseurs font 80% de la masse apportée, où vous devez d'une manière ou d'une autre vous en rapprocher. Donc, est-ce que cette idée d'évoluer aussi et d'avoir quelque chose où on pourrait peut-être plus professionnaliser et peut-être aussi avoir des investisseurs plus avertis ou même peut-être des investisseurs professionnels dans des dossiers. Donc ça, c'est ma première question, un petit peu sur le futur de Riser. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous réfléchissez? Ça, j'en suis sûr, mais vers lequel vous avancez? Ça, j'en suis moins sûr. Et la deuxième question, donc c'est une question aussi d'un client, euh, c'est de dire aujourd'hui, est-ce qu'il y a déjà un dossier euh, avec lequel vous avez eu des problèmes, que vous avez judiciarisé et auquel vous êtes arrivé au bout? Ou est-ce que c'est trop tôt? C'est-à-dire, je pense qu'il devait faire référence à, par exemple, une caution et vous avez exercé la caution et récupéré les fonds, ou alors à une hypothèque et vous avez exercé l'hypothèque et le bien a été vendu aux enchères. Et donc, le dossier est fini parce que le bien est fait. Donc, un contentieux qui serait allé en procès et pas un contentieux qui aurait été géré, on va dire, en interne avec Mhm. une transaction de fait. Donc voilà, deux questions complètement différentes sur des domaines complètement différents où je vous écoute. D'accord. Donc, la première question, c'est ce qu'on appelle, nous, dans le jargon, des club deals. Donc, c'est de dire inversement que de proposer sur la plateforme à nos 40 000 membres, eh bien, de tous investir dans un dossier, de dire, voilà, on va packager des opérations pour un cercle très, très restreint d'investisseurs. Et voilà. Donc, ça, la réponse, c'est qu'en fait, on le fait déjà un peu malgré nous. On a certains opérateurs qui typiquement peuvent acheter à une mairie un terrain à un prix assez raisonnable et à l'issue de l'opération réaliser une belle marge qui nous demande en amont de l'opération d'avoir une confidentialité limitée à voilà une dizaine d'investisseurs pour pas que le dossier soit diffusé de partout et que voilà, la mairie ou les habitants du village apprennent que ce promoteur fasse une si belle marge sur un terrain cédé par la mairie, typiquement ce qui pourrait être assez gênant pour l'opérateur s'il veut travailler dans la durée avec cette commune. Donc, dans le cadre de plus de demandes d'opérateurs qui nous demandent de la confidentialité, ça peut nous arriver eh bien, de présenter un cercle restreint d'investisseurs. Maintenant, sur l'histoire de la représentation de la masse des obligataires, ça reste un modèle classique Riser, c'est-à-dire que ce sont nos contrats, nos garanties, Riser serait ce représentant et en fait qu'il y ait 200 investisseurs ou qu'il y en ait 5, c'est le même fonctionnement, sauf qu'on va parler à 5 personnes plutôt que de parler à 200 investisseurs. En termes de profil, vous avez tout à fait raison, ce sera forcément des investisseurs un peu plus avertis, un peu plus professionnels, puisque ce sera des tickets d'investissement, généralement un ticket d'entrée autour de 100 000 euros pour pouvoir rentrer sur ces opérations-là. Euh, deuxième question, les dossiers en contentieux. Dès lors qu'on rentre dans une phase de contentieux, aujourd'hui, nos stats, c'est 80% de nos opérations. En fait, le fait de les mettre en phase de recouvrement va apporter une pression telle à l'opérateur qu'au final, au cours de cette procédure qui est généralement assez longue, et ben en fait, des solutions sont trouvées pour trouver une issue amiable aux opérations. Donc ça, c'est effectivement la plupart des cas trouvent une solution en cours de procédure avec une vente amiable. Généralement, c'est ce qui se passe.
Des dossiers qui sont allés au bout avec une vente aux enchères, nous n'en avons pas eu. Des cautions personnelles qui ont été activées, oui, ça a fonctionné. Et on a saisi sur un compte d'un opérateur qui en plus avait un beau patrimoine, on a saisi des fonds et ça fonctionne, ça fonctionne. Mais bon, il faut aussi avoir un client en face qui a la trésorerie et la trésorerie sur ses comptes courants, parce qu'on ne peut pas saisir n'importe quoi en caution personnelle. Et là, voilà encore un autre cas de figure qu'on va appliquer en ce moment, qui est le cas de la fiducie sûreté. Alors, c'est arrivé il y a quelques semaines, on a activé la fiducie. Donc, le principe de la fiducie, c'est on a transmis les parts de la société qui détenait l'opération à un tiers fiduciaire. Donc, euh, et au moment du recouvrement, bon, bah, on passe pas par une procédure juridique, par les tribunaux, et directement, échéance atteinte et dépassée, et bien, on récupère tout de suite le contrôle de la société et de l'actif. Donc Ok. ça, on est en Allez, je cours. vous interromps Et ça là. fonctionne On très va bien. passer la parole à Maël qui vous a écouté religieusement. Et donc, on va voir. Alors, Maël, vous, votre opinion, déjà, votre opinion sur le métier, donc vous l'abordiez de manière un petit peu différente, mais c'était donc le métier des obligations avec des sous-jacents immobiliers. Donc déjà, votre opinion et comment votre opinion a bougé puisqu'au début, on était dans une période assez facile. Là, on est rentré dans une période de tension de taux et de problématiques. Comment est-ce que vous vivez ça par rapport à des dossiers spécifiques qui ont pu être mis sur les contrats d'assurance vie? Et est-ce que vous êtes toujours autant sollicité et par des émetteurs et par des clients pour vous coller, allez, entre guillemets, de gentille pression pour mettre le produit dans les contrats ou le valider? Et dernière question, est-ce que vous avez eu des problèmes ou des mini-scandales ou des choses comme ça? J'ai entendu qu'à Luxembourg, il y en avait un gros de la dette immobilière qui avait été mis en prison. Alors, je ne sais pas s'il est encore ou s'il n'y est plus, mais en tout cas qui avait fait un petit séjour rapide et des choses comme ça. Allez, donnez-nous votre éclairage et après on reviendra très spécifiquement sur Riser. J'évacue directement celui qui est allé en prison, c'était de la fraude. Donc là, c'était un peu différent. C'est pas le sous-jacent lui-même qui est remis en cause, c'est plus la façon dont il a géré son entreprise qui est remis en cause. Bah, ça a très bien fonctionné, on en a fait beaucoup, hein. Ces 3 dernières années, on en a eu énormément avec des rendements qui étaient très intéressants. La dette qui coûtait rien, donc du coup, des programmes qui se créaient un peu de partout. La situation s'est quand même bien retournée, hein, puisque nous, on était essentiellement interrogés sur des programmes français, belges et luxembourgeois. Donc au Luxembourg, il ne se passe plus rien, il n'y a plus aucune vente, plus rien du tout, le marché il est complètement figé. En Belgique, c'est également très calme, et en France, les stocks se vendent, mais c'est vrai que le monde de la construction est vraiment à l'arrêt. Donc on n'est plus du tout sollicité, hein, on n'en a quasiment plus aucune, hein. Franchement, je devais en faire allez, 5-10 par semaine. Là, si j'ai fait un ou deux programmes en 2 mois, c'est le bout du monde. Donc on a beaucoup moins de demandes. Maintenant, on doit traiter l'existant. Donc, on n'a eu aucun défaut, nous, dans notre portefeuille. Ça, c'est déjà important, puisqu'on audite, à l'entrée, on audite quand même les programmes. Donc, on demande un certain niveau de sécurité et de garantie. Du coup, là, ça se passe plutôt bien. On a des programmes ou des obligations qui échelonnent différemment le paiement des coupons. Donc, ça, on l'a vu 2 fois, 2, 3 fois. Mais voilà, c'est le plus embêtant qu'on ait rencontré, sachant que échelonner ne veut pas dire de ne pas payer, ça veut juste dire qu'ils refinancent leur dette et qu'ils prennent plus de temps pour rémunérer les acteurs. Ça, c'est pas choquant. Moi, je trouve que c'est tout à fait normal, hein. Il faut s'adapter aux conditions de marché. Pour l'instant, tous les engagements vont être honorés. Donc, de ce point de vue-là, je suis assez serein. Maintenant, vous me demandez mon avis. Moi, je trouve que ça reste toujours un bon vecteur. J'ai entendu ce que disait Grégoire tout à l'heure, hein. Lui, il pense que 2024, ça va être un peu dur, mais que ça va repartir en 2025. Donc, je suis persuadé qu'on va avoir de nouveau des sollicitations et de la demande. De toute façon, on a besoin de logements. Ça, c'est une certitude. Aujourd'hui, ce qui est bloquant, c'est juste le coût de l'inflation qui rend le coût de la construction beaucoup trop élevé. Et puis, le coût de la dette, hein, pour financer cette construction. Vraisemblablement, comme je le disais, le coût de la dette va baisser un petit peu. Et puis, le coût de la construction va peut-être se normaliser. Donc, vraisemblablement, ça devrait repartir. Moi, je reste confiant dans cette classe d'actifs. C'est une classe d'actifs à part entière. Et d'ailleurs, je la trouvais plutôt intéressante parce qu'on parle souvent de private equity dans les contrats luxembourgeois. Quand j'ai commencé le private equity, c'était uniquement de l'investissement dans des sociétés en direct. Ces dernières années, c'était que de l'immobilier. Donc ça fait un peu aussi nettoyage dans toutes les sociétés et tous les fonds qui se sont lancés de façon un peu légère. Nous, on les audite quand même sérieusement. Donc généralement, ces fonds-là, on en a très peu en portefeuille.
Mais il y a des fonds, par exemple, avec 2 ou 3 actifs qui se sont lancés. Ça, c'était pas tenable, hein. Pour moi, les 40 lignes de diversification que vous citiez tout à l'heure, Bernard, bah, pour moi, ça fait tout à fait du sens, hein. Quand on lance un fonds, pas un programme, mais un fonds, il faut une certaine diversification. Donc ces acteurs avec 2, 3 lignes, ils vont disparaître et on va se concentrer, comme c'est toujours le cas, il y a un nettoyage qui se fait naturellement, on va se concentrer sur des acteurs sérieux. Et donc, je pense que c'est un marché qui va reprendre de façon intéressante dans les prochains mois. Merci beaucoup pour cet éclairage, Maël. Merci beaucoup et Merci merci beaucoup beaucoup. d'avoir été avec nous. Et on vous dit Merci. pour la prochaine émission en novembre. On sera toujours ensemble avec quelque chose de spécial sur l'assurance vie. Merci. Allez, Merci. je reviens à Grégoire. Alors, en fin de compte, mon autre question, c'est, on voit qu'il y a beaucoup de problèmes sur des projets. Alors, dans problème, il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit. Il y a le tout petit problème, donc on va dire quelques mois de retard. Bon, on ne sait jamais on ne sait jamais au début, hein. C'est-à-dire le problème commence et en fin de compte, bon, 3, 4, 5 mois de retard, puis c'est fait. Après, on a des problèmes plus longs. On a des problèmes plus complexes où on ne sait pas. Donc, dans les problèmes complexes, je pense au problème du BAO avec Wayon, où on ne sait pas où on en est. Il y a un tel méandre juridique que c'est dur à suivre, dur à comprendre. Après, il y a des problèmes plus techniques et plus simples avec un opérateur tout simplement qui n'arrive pas à vendre. Et donc, on est dans le néant. Voilà. Il dit, je ne peux pas vous rendre l'argent parce que je ne peux pas vendre. Je constate que pour l'instant, je n'ai pas d'idée. Donc, soit je vends à moitié prix et je rends que la moitié, soit vous m'assignez devant les tribunaux parce que je ne peux pas vous rendre les choses, soit regardez vos garanties, des choses comme ça. Est-ce que le moment est venu pour vous, ou est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous réfléchissez, de dire on pourrait créer un espèce de second marché? Et donc, comme dans les obligations cotées, vous avez une obligation, vous l'achetez 100, elle doit vous donner 4% par an et vous touchez vos 4%. Et tout d'un coup, ben, elle vaut plus 100, elle vaut 63. Et vous continuez à toucher vos 4% par an parce que il y a des craintes, il y a des problèmes et donc il y a eu une dévalorisation. Et là, vous avez deux attitudes. Vous avez des gens qui disent je garde, je garde. Vous avez même des gens qui vous disent j'en rachète parce que ça va remonter, ils vont payer. Et vous avez des gens qui vous disent je me suis trompé, je perds, je vends 63, au revoir, merci monsieur, dame. C'est pas la première fois que je me trompe, c'est pas la dernière fois que je me trompe. Ce qui est essentiel pour moi, c'est que globalement, je dois peu me tromper pour que ça soit intéressant. Alors, 3 questions. D'abord, est-ce que c'est un sujet sur lequel vous travaillez? Est-ce que c'est un sujet où quelque chose se précise, où vous avez envie de créer quelque chose, ou pour l'instant c'est un non-sujet et vous gardez votre manière de faire, vous avez des obligations, vous gérez vos obligations et à la fin, ben, soit vous rendrez la même chose au client, soit moins, soit avec beaucoup de retard ou un petit peu de retard, mais il n'y a pas cette envie de créer un second marché et de créer un second marché tout particulièrement avec des dossiers à problème. Et je croyais que vous alliez enchaîner avec les deux autres Non, non, questions, non, mais voilà, c'est elle la est déjà première. large, hein, la question. Elle est déjà large. Euh, Effectivement, on présente le produit de dette obligataire comme un produit finalement très court terme parce que ça reste moins de 24 mois, de moins de 2 ans. Et dès lors qu'il y a un problème sur une opération, bah voilà, le problème principal, c'est cette liquidité. Donc il y a un vrai enjeu pour les investisseurs, certains investisseurs qui Alors, pourraient être juste si vous intéressés pourriez d'avoir parler un cette, tout petit peu plus fort, un tout petit peu plus fort. cet intérêt que pour avoir certains investisseurs d'avoir cette solution de liquidité. Bon, c'est intéressant. Elle n'est pas évidente à mettre en place d'un point de vue légal pour nous, parce qu'aujourd'hui, on a le droit de faire, pour l'AMF, de l'émission obligataire, mais faire du secondaire, c'est encore c'est un autre sujet. Mais on pourrait l'approcher d'une autre manière, avec, notamment, on discute avec la mise en place de partenariats avec des fonds qui rachètent des lignes obligataires des côtés, donc quand on est en difficulté. Donc, plutôt que de sortir par une cession de l'actif à tout prix de manière décotée, bon, bah voilà, trouver un partenaire qui rachète la dette obligataire. Donc ça, on essaie de mettre en place une solution avec un partenaire. Ça peut mettre un peu de temps à être mis en place. Et après, effectivement, ça sera au choix de chaque investisseur de dire je veux sortir ou je veux rester et avec potentiellement une décote. Maintenant, ce qu'on essaye aussi surtout de faire, c'est ces opérateurs qui ont, alors,
reprendre un chantier et finir une promotion immobilière, c'est quand même un métier particulier. C'est pas forcément quelque chose où on aura beaucoup de facilité à intervenir. En revanche, le cas de figure de l'opérateur qui est bloqué avec sa commercialisation, qui n'arrive pas à vendre son bien, donc voilà, là on peut être amené en revanche à l'accompagner sur la vente, donc soit via des mises en relation, soit via la proposition directement de proposer un club deal. Alors cette fois-ci investisseur, mais il faut que ça soit des opérations qui fonctionnent avec du rendement locatif en face ou avec une vraie stratégie de je le valorise, je le loue et je le revends par la suite. Donc on l'a déjà fait et on pourra le refaire éventuellement dans l'avenir en proposant voilà, à nos investisseurs qui souhaitent participer à ces club deals pour sortir certaines opérations, on pourra être amené à le faire. Très bien. Donc, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. On est déjà bien en retard, mais c'était très intéressant. Est-ce que vous avez quelque chose de spécifique à dire, une question que j'aurais oublié de vous poser, à laquelle vous auriez envie de répondre? Non, mais on a beaucoup parlé voilà, de la gestion des retards et des problématiques qu'on peut avoir avec certains opérateurs, mais on va dire quand même que la grande majorité des opérations se déroulent bien, voire même remboursent de manière anticipée. Quand bien même le marché immobilier est difficile, bon bah voilà, on a resserré nos taux de sélection et on arrive à proposer entre une et deux opérations par semaine. Donc je vous invite tous à vous connecter sur Riser. Cette semaine, on a d'ailleurs 3 dossiers en financement et on arrive très facilement à trouver des opérations qui sont tout à fait acceptables en termes de rendement risque, voilà, avec une petite majoration qu'on a appliquée d'ailleurs depuis le début de l'année. Donc on est plutôt sur des taux présentés désormais autour des 11% de rendement annuel. Merci beaucoup, Grégoire. Merci beaucoup d'avoir Merci été Bernard, à avec nous. bientôt. Merci beaucoup d'avoir répondu sans langue de bois et d'avoir pris de votre temps pour nos auditeurs. À très vite. Au revoir. Au revoir. Et ben voilà, Jean-Félix, pardon. Le temps est venu et on va finir cette émission avec vous. Donc, dans Parlons Patrimoine, on est toujours axé sur le patrimoine financier et on aime bien dévier sur d'autres formes de patrimoine et bien sûr notre patrimoine littéraire. Alors, vous venez ici parce que vous avez écrit un livre. On parlera de votre livre tout à l'heure. Le livre, c'est magnifique. Je pense qu'il y a quelques auditeurs qui l'ont déjà lu. Il est sorti il n'y a pas longtemps. Avant, je voudrais qu'on parle un petit peu de vous, un peu de vous en tant qu'être humain, en tant que personne. Qui vous êtes, qu'avez-vous fait, est-ce que c'est votre premier livre, est-ce que c'est le premier roman, voilà. Allez, éclairez-nous un petit peu et dites-nous ce que qui êtes-vous? Merci de cette invitation. C'est très difficile de répondre à votre question. Je vais essayer. Qui suis-je? J'étais un petit Parisien comme il faut, qui avait très envie d'aller voir du pays. Et j'ai trouvé qu'il y avait un moyen de voir du pays qui avait du sens, qui était de partir dans l'humanitaire. Et si je dois tenter d'expliquer aux auditeurs comment je suis parvenu à Lisbonne, il faut faire de longs détours par une première mission humanitaire en 93 pour le Liban, une mission humanitaire au Rwanda en 94, une autre mission humanitaire au Cambodge où on est parti vivre avec ma femme Marie en 97-98, puis d'autres missions humanitaires au Soudan où on a vécu 2 ans, en Tchétchénie pour lesquelles j'ai dirigé Médecins sans frontières pendant 2 ans, puis la Russie où j'ai dirigé un journal. Et enfin, après toutes ces pérégrinations, on ne savait pas très bien où aller. Alors on s'est installé à la montagne, à Chamonix. Et là, on a... Comment? Il y a eu un retour en France. Il y a eu un retour, oui, un retour en France, assez bref. Et pendant quelques mois, on s'est dit, mais on va aller où? Et ma femme est peintre, moi je suis écrivain, j'ai publié 4 romans, et là c'est le 5e qui sort en ce moment. Et on se disait, à la fois on a des activités viticoles en France, dans le sud de la France, à la fois on a très envie de découvrir un autre pays, à la fois on veut un endroit calme pour peindre et pour écrire, il faut un endroit calme, il faut un bel endroit quand je parle d'un endroit calme, je parle aussi des gens. Les Portugais sont des gens très calmes et accueillants, pacifiques. Et parfois, on trouvait qu'il y avait des endroits qui étaient très agressifs, qui étaient difficiles pour nous pour travailler. Et Alors, du coup, excusez-moi, je vous interromps. Est-ce que c'est un peu une réaction aux pays que vous nous avez cités? Parce que les pays que vous nous avez cités, ce n'est pas vraiment des pays calmes. oh, Je suppose qu'au c'était moment où vous étiez, ce n'était pas les périodes les plus calmes de ces pays non plus.
Non, c'était à chaque fois des pays en guerre. Quand j'étais au Rwanda, c'était le génocide. Au Cambodge, c'était après le coup d'État. Au Soudan, c'est la guerre du Darfour. Et en Tchétchénie, c'était comme chacun sait, la Tchétchénie, avec Kadyrov, etc. Donc, c'était à chaque fois très compliqué. Et en tout, 11 ans de Russie, c'est vrai, qu'on cherchait probablement un pays ensoleillé, agréable à vivre. Mais j'insiste sur un point, on voulait euh, ne pas être trop loin du sud de la France pour pouvoir s'occuper de ce domaine de vin qu'on a repris. Et un endroit pas cher. C'était encore le cas à Lisbonne il y a 4 ans, ça a un peu changé depuis. Et un endroit voilà, où le travail d'écriture ou de peinture puisse se faire facilement, ce qui est le cas, ce qui est le cas à Lisbonne. Et c'est comme ça que, voilà, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à Lisbonne il y a 4 ans. Et en dehors j'allais dire, de notre bilan carbone désastreux chaque fois qu'on bouge de Lisbonne, parce que quand on a des activités littéraires à Paris ou viticoles dans le sud, ou même parce que je reprends des missions humanitaires en ce moment, des missions humanitaires de par le monde, évidemment, on est beaucoup dans l'avion, mais là pour le coup, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autres moyens, pas encore de moyens, mais en dehors de ce petit point noir écologique, c'est un endroit merveilleux. Voilà. Et c'est là d'ailleurs où j'ai écrit Magnifique. J'ai commencé Magnifique quand on habitait à Chamonix et je l'ai poursuivi à Lisbonne. J'ai travaillé avec mon éditeur et mon agente. C'est un livre sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Et le calme, la lumière de Lisbonne m'a probablement beaucoup aidé. Alors, juste une toute petite question sur votre passé, et après on va s'occuper plus du livre. L'humanitaire, c'est derrière vous, c'est une période de votre vie, ou Non, c'est juste une pause et peut-être que ça va se non. réguler. Ben alors, j'ai tenté d'avoir plusieurs vies. Donc, j'ai été, et je suis toujours d'ailleurs, humanitaire. J'ai été avocat, je ne le suis plus, et je pense que c'est derrière moi. Mais enfin, j'étais avocat pénaliste pendant 5 ans à Paris, entre le Cambodge et le Soudan. J'ai été directeur d'un journal, ça pourrait tout à fait revenir. On m'a fait une proposition en ce sens à Paris, donc c'est ce qui est quelque chose d'absolument passionnant qui pourrait revenir. Et aujourd'hui, à côté de l'écriture, je m'occupe d'un domaine viticole avec ma femme. Donc là, ce sont des activités agricoles. Il n'y a rien de tout ça qui est derrière moi. Et Et dans c'est le domaine d'autant. viticole, il y a une histoire familiale, il y a quelque chose comme ça, ou c'est tout nouveau, un jour vous vous êtes dit, allons vers le vin. Il y avait une histoire familiale, mais enfin, c'était un domaine qui avait été acheté par la grand-mère de ma femme et dans lequel maintenant le capital avait été fractionné. Donc, les gens n'avaient plus que 1%, 2% et qu'allait être vendu à l'extérieur. Donc, au fond, il y a une histoire familiale, mais il n'y a pas une histoire familiale dans le sens où c'est pas un domaine dont il fallait s'occuper parce que nos parents s'occupaient. Et donc, il a fallu aller à la banque, emprunter et racheter le domaine comme l'aurait fait une personne de l'extérieur. Donc, il y avait effectivement une connotation familiale, mais ni Marie, ma femme, ni moi ne sommes d'une famille de viticulteurs où on s'occupe du domaine de père en fils ou de mère en fille. Donc vous m'avez dit le sud de la France, on est sur un vin Oui, rosé. oui, On un est sur rosé, blanc, rouge dans le sud de la France, entre Arles et Port-Saint-Louis, sur la route de Port-Saint-Louis. D'accord. Donc, bien évidemment, le vin, on le trouve en France. On le trouve au Portugal, votre vin? Non, Pas non, non, encore? non, pas encore. Enfin, pour le moment. Ok. Allez. Alors, en lisant un petit peu et en cherchant un peu sur le livre, bon, le livre s'appelle Magnifique. Et moi, il y a deux choses qui m'ont étonné. Alors, une, j'ai pas la réponse et je vais vous poser la question. Et l'autre, je vais nous demander de vous expliquer parce qu'un titre, c'est toujours plein de sens. Donc, ma deuxième question, ce sera pourquoi magnifique? Et pourquoi pas le magnifique, les magnifiques, et juste pourquoi ce mot comme ça, un petit peu magique, magnifique. Et pourquoi avez-vous changé de titre? Et si vous voulez bien nous le dire, quel était le titre prévu au début, avant le changement? Si ça vous convient, je vais répondre à votre deuxième question d'abord pour revenir à votre première question, parce que c'est dans cet ordre-là que ça s'est présenté à moi. J'étais très attaché au titre précédent, qui était Notre inutile beauté. Voilà. Pourquoi Notre inutile beauté? Parce que cette histoire d'amour commence pendant le génocide commis par les Hutus sur les Tutsis. Et les Tutsis sont très grands, très élancés, très fins. Les Hutus sont
plus petit, plus Rabelais. Et il y a toujours eu dans les penseurs du génocide cette idée qu'ils étaient trop beaux, ces Tutsis, que leur beauté était insultante. Et à un moment, l'héroïne magnifique dit, mais au fond, tu sais, elle s'adresse à son mari, mais au fond, tu sais, notre inutile beauté, notre beauté a été inutile. Je me demande même si ce n'est pas elle qui nous a amené tous ces problèmes. Voilà, donc notre inutile beauté, c'est-à-dire une beauté qui est non seulement inutile, mais voire même qui est à l'origine de leur mort et de leur massacre. Et j'étais très attaché à ce titre. Et puis j'ai un éditeur qui me dit ah ouais, c'est bien, mais notre inutile beauté, quand on est dans une librairie, je ne sais pas si on s'en souvient, quoi. Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir un autre titre, etc. Et mon héroïne à l'époque s'appelait Florence. Le mari s'appelle Jérôme, s'appelle Florence. C'est un prénom au Rwanda, comme dans toute l'Afrique francophone. Il y a beaucoup de prénoms français. Et, et il était un peu banal, etc. Et donc, je commence à chercher dans les prénoms rwandais et je tombe sur magnifique. Magnifique, ça n'est pas, contrairement à ce que vous avez dit, un adjectif. Les magnifiques, la magnifique, c'est un nom propre. Magnifique est un des prénoms rwandais. Et je découvre magnifique. Et à ce moment-là, je me dis, ah, c'est ça, c'est magnifique. Et je vais même plus loin, je lui invente un nom. Je me mets, grâce à Internet, au Kinyarwanda, qui est la langue parlée au Rwanda, et je me dis, il faut lui créer un nom. C'est une femme qui a survécu au génocide, qui a une histoire d'amour éblouissante ensuite. Et je découvre, je voulais que son nom soit « Et la lumière fut ». Et donc, elle s'appelle Magnifique Umusio Wari. Umusio et la lumière, Wari fut. Voilà. Donc, il y a tout un sens dans ce. Et mon éditeur me dit, mais au fond, elle a un prénom superbe. Pourquoi ne pas mettre son prénom en titre? Et c'est ça qui est drôle, c'est que quand les gens voient magnifique, ils pensent comme vous à l'adjectif. Ils me disent, mais qui est magnifique? C'est le livre qui est magnifique, c'est l'histoire qui est magnifique, etc. Alors que pas du tout. Et ce qui est drôle, c'est que maintenant que le livre marche, il y a de plus en plus de lecteurs, de libraires, etc., qui nous écrivent, à l'éditeur et à moi-même. À chaque fois, les gens ont une parole sur l'histoire d'amour, une parole sur le génocide, une parole sur la crise du Rwanda qu'ils ont beaucoup mieux comprise grâce à ce livre, à ce qu'ils écrivent, et ils ont toujours une parole sur le titre, en disant mais quel titre, quelle bonne idée, parce qu'ils découvrent que ce titre est un prénom. Alors, moi, quand on me parle d'un roman, la première question qui me vient à l'esprit, et c'est vraiment une question qui me taraude, et je pense qu'il y a beaucoup de lecteurs qui sont comme moi, j'ai toujours envie de me dire quelle est la partie romancée, quelle est la partie réelle. C'est-à-dire que dans mon fort intérieur, j'arrive pas à croire qu'on peut faire que un roman. On part toujours d'une réalité, et j'ai aussi du mal à croire qu'à part un historien, personne ne peut écrire que la réalité, et quand bien même un historien l'écrit, il se trompe en partie. Alors, où on est dans le roman, où on est dans la réalité, qu'avez-vous puisé dans la réalité? Est-ce que vous êtes parti un petit peu d'une histoire que vous connaissiez, beaucoup, pas beaucoup? Vous avez changé? Est-ce que la réalité revient de temps en temps? Très rarement? Est-ce que c'est un pointillé de réalité? Comment on est dans la fiction, dans le roman, dans l'histoire, et comment on est dans l'histoire avec un grand H? Alors, je vais vous dire, parce que c'est une question qu'on me pose tout le temps. J'ai écrit un premier roman qui était sur un jeune garçon qui part au Cambodge, un deuxième roman qui était sur un petit garçon qui était violé dans les années 60 en France, un troisième roman qui était sur un grand-duc russe qui, après avoir assassiné Rasputin, vaquait en Europe et aux États-Unis, un quatrième roman qui était un monologue intérieur de Marilyn Monroe, et un cinquième roman qui est dit par une narratrice Tutsi. À chaque fois, on m'a dit exactement ce que vous venez de me dire. Enfin, c'est pas possible. Vous avez sûrement été un jeune garçon au Cambodge. Vous avez sûrement été violé. Alors, c'est difficile pour moi d'être un grand-duc russe. Je vais même vous raconter une histoire qui va vous faire rire. Pour mon deuxième roman, il y a une de mes cousines qui m'a dit bah, on comprend que tu as écrit ce livre. J'ai dit ah bon, pourquoi on le comprend? Elle dit bah parce que tu as été violé. J'ai lu le livre. Et je dis bah non. Elle me dit mais si. Donc, elle savait mieux que moi ce qui m'était arrivé.
Donc vous avez vécu en Russie, donc vous avez sûrement rencontré des grands-ducs russes, etc. Alors pour Marilyn Monroe, les gens étaient un peu plus bloqués. Ils me disaient, bon, enfin, vous avez dû lire. Et puis pour cette magnifique, on m'a dit, bah, votre femme est sûrement Tutsi. Alors non, ma femme est française. Elle est grande, comme les Tutsis. Elle est grande, elle est fine, elle est très élancée, elle a beaucoup d'allure, mais elle n'est pas Tutsi. Alors on dit, vous avez alors sûrement rencontré des Tutsis. Mais non, je n'ai rencontré aucun Tutsi, puisqu'à l'époque où je suis allé au Rwanda, dans la région dans laquelle j'étais, ils avaient tous été massacrés, ils étaient tous morts, il n'y en avait plus un seul. Donc non, je n'ai pas rencontré. Cette partie-là, je la comprends, et en même temps, je la réprouve parce que ça sous-entendrait qu'on ne peut écrire que sur ce qu'on connaît, etc. Je vous cite cette phrase du plus grand auteur de tous les temps, Tolstoï, qui est j'aime beaucoup cette expression des Iraniens, je ne suis pas digne d'être la poussière sous ses chaussures, donc je ne me comparerai jamais à lui, mais j'aime beaucoup cette phrase. Il dit, mais on n'arrête pas de me dire pour Anna Karénine, enfin, c'est une femme, vous êtes un homme. Il dit, je n'ai pas écrit sur Anna Karénine, j'étais Anna Karénine. Voilà. Et donc, quand on écrit, on est la personne. Moi, j'écris d'une façon très simple. J'ai besoin de silence et d'un canapé. Je m'allonge sur le canapé, je ne dors pas, et j'entends ce qui se déverse. Et ce qui se déverse, ce sont des voix. De temps en temps, c'est la voix d'un petit garçon, de temps en temps, c'est la voix d'une petite fille. Alors, vous avez raison, Bernard. Évidemment que ces voix, elles sont habitées de quoi? De choses qu'on a lues, de choses qu'on a vécues, de choses dont on est inconscient, etc. Pourquoi j'ai écrit Magnifique? Parce que sur le Rwanda, j'ai écrit 27 projets. Et les 26 autres voix étaient d'autres gens qui se déversaient lors de toutes mes matinées où j'écris. Et c'était une fois un officier français, une fois un bourreau Hutu, une fois un jeune garçon Tutsi, etc. Et puis ces voix se taisaient. Et il y a une voix qui ne s'est pas tue, c'est la voix de Magnifique. Alors qu'est-ce qui est du réel? Qu'est-ce qui est de mon expérience? Je peux prendre le livre avec vous et je vous dirai, ah bah tiens, cette scène-là, ouais, ça je sais d'où elle vient. Cette scène, elle vient de... Et puis à 97% des passages qu'on va voir ensemble, je ne saurais pas d'où ça vient. Et Très bien. c'est Donc, vous répondez à mes questions. Il y a un peu de vérité historique qui forme une espèce d'ossature du livre, et ensuite, ce sont vos voix. Ces voix qui exactement. vous habitent, ou ces voix qui vous inspirent, ou ces voix qui vous permettent d'avancer. Exactement. Et ces voix sont mystérieuses parce que pour beaucoup de passages, je vous dirais, je ne sais pas d'où ça vient. Et notamment, il y a des passages qui se passent au Rwanda, on me dit, mais vous avez sûrement été à cet endroit. Non, je n'ai jamais été à cet endroit-là. Alors, je vais vous couper. J'ai une autre question que j'ai en tête depuis qu'on a prévu de faire cette interview. Alors, on est sur une histoire d'amour qui commence pendant le génocide et donc qui dure après le génocide. Et ça, c'est un thème qui revient beaucoup en littérature et qui revient beaucoup et sur la forme du roman. Donc, on a eu beaucoup d'histoires comme ça qui parlaient d'histoires d'amour après la Shoah, ou sous la forme de l'histoire véridique, ou sous la forme donc vue par l'historien, ou sous la forme d'une autobiographie, donc écrite par des gens qui ont eux-mêmes vécu. On a aussi ça post-génocide arménien, ça a mis un petit peu plus de temps pour arriver, mais grosse communauté qui est arrivée en France, donc comme je dis plus en français que dans les autres langues, on a aussi ces histoires de post-génocide, même de post-génocide à deux générations. On a aussi des films là-dessus qui ont été faits. Donc c'est j'ai envie de dire, allez, on va dire une inspiration ou un thème récurrent dans la littérature, chez le romancier, chez l'historien, en tout cas chez l'homme qui écrit ou la femme qui écrit. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique chez vous dans cette histoire et qu'est-ce qui lui donne son âme, sa force, son caractère unique? Alors, c'est une question très difficile parce que j'imagine que j'ai lu un certain nombre de livres sur la Shoah, j'imagine que j'ai lu sur le génocide arménien, sur des histoires d'amour et que j'ai vu des films, etc. Donc, qu'est-ce qui la rend? Je vais vous dire ce qui, pour moi, la rend extraordinaire. C'est que il y a un Suisse qui part pour la Croix-Rouge dans un camp de réfugiés parce qu'il y a eu un génocide au Rwanda. Il est dans son bureau, il dirige la mission de la Croix-Rouge. Et puis, il aime beaucoup ce travail, mais enfin, c'est un travail dur, c'est un travail que j'ai fait. On est beaucoup dans un bureau parce que quand on dirige une mission, il y a des problèmes financiers, de logistique, de management. Et on n'est pas très souvent sur le terrain, pas assez, pas autant qu'on veut.
En fait, les meilleurs, c'est comme dans l'armée, les meilleurs boulots, c'est les boulots en bas de l'échelle, parce qu'on est tout le temps sur le terrain et moins dans les bureaux, et il y a moins de politique. Et donc, pour se changer un peu les idées, il va souvent signer les ordres d'admission à l'hôpital du camp. Normalement, ça doit être lui qui signe. Donc, dès qu'il en a marre de bosser, il va à l'hôpital du camp, puis il signe les ordres d'admission. Et un jour, il y a un camion qui arrive, un camion de militaires Tutsis, qui est donc en train de conquérir le Rwanda, qui sort, deux militaires sortent un brancard du camion, il y a une fille voilà, sur le brancard qui est inconsciente. Et là, il est en train de signer un papier, il s'arrête de signer. Il regarde cette fille. Bon, la fille est inconsciente, elle rentre dans l'hôpital, on dépose la civière, et il revient tous les soirs, tous les jours, dès qu'il a 2 minutes, il regarde cette fille, et cette fille est inconsciente. Et pendant des semaines, elle est inconsciente. Et il lui parle. Il ne comprend pas très bien d'ailleurs pourquoi il lui parle, c'est un type très intelligent, très cultivé, tout à fait normal. Il raconte à cette fille des histoires, puis un jour la fille se réveille. Elle voit ce drôle de Suisse, là, au-dessus d'elle, qui lui raconte des histoires de montagne, des histoires qu'elle ne comprend pas très bien. Alors, elle se met à lui raconter des histoires, elle aussi, en se disant, ne comprend pas très bien pourquoi elle lui raconte des histoires non plus. Et c'est comme ça qu'ils se rencontrent. Et ça, pour moi, c'est ce qui fait la spécificité, et plus que ça, d'ailleurs, le côté éblouissant de cette histoire, c'est que on ne comprend pas comment ça marche. Voilà. Pourquoi ce type-là, à ce moment-là, il a vu une femme sur une civière et il a été attiré. Enfin, elle ne lui parlait même pas. Pendant des semaines, elle ne lui a même pas parlé. Elle était dans le coma parce qu'elle avait vécu des choses horribles pendant le génocide. Et la femme écrit, 28 ans plus tard, leur histoire d'amour. Voilà. C'est ça que je trouve éblouissant. C'est comment ça commence et comment ça dure. 28 ans et probablement plus d'ailleurs. Ensuite. Eh ben, c'est très beau. Voilà, il y a rien d'autre à dire. C'est très, très beau. Donc, j'encourage tout le monde, et moi le premier, à lire le livre. J'espère qu'on vous aura avec nous à notre soirée du 9 novembre, Parlons Patrimoine. Donc, ceux qui ont le livre, ben, si vous êtes là, ils pourront vous le faire dédicacer. Il y aura quelques livres pour nos invités, et on espère qu'on aura une belle soirée avec vous. Le livre, vous m'avez dit, est en vente à la librairie française de Lisbonne. Oui, oui, j'imagine qu'il est en vente à la librairie française de Lisbonne et surtout sur tous les sites, Voilà, qu'on notamment connaît. Hein. Amazon, ça fonctionne Ouais, très bien. voilà. Et voilà. Merci beaucoup, Jean-Félix de la Villebauger. Je rappelle le titre de votre livre, Magnifique. Magnifique, c'est le prénom de l'héroïne, si on peut l'appeler comme ça. C'est une histoire d'amour, ça se passe au Rwanda. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À Merci très à vous. vite pour un prochain roman peut-être, ou au 9 novembre. Au revoir. Merci beaucoup. À très bientôt. La French Radio. Portugal.